tous et à toutes. Donc bienvenue à tout le monde, bienvenue à ceux qui sont présents avec nous et bienvenue aussi aux personnes qui sont sur Facebook. Je rappelle que nous allons débattre, nous allons parler de la loi handicap et inclusion du 11 février 2025. D'ailleurs, à cet effet, 2005, pardon, excusez-moi. Donc je rappelle qu'à cet effet, demain, il y aura une grande manifestation qui est prévue à Paris. Non, c'est ce soir. C'est ce soir, Jean-Luc ? Donc la manifestation est prévue à Paris, on ne peut pas tous aller à Paris. Donc Jean-Guy a une riche idée, c'est de débattre, de parler ensemble par rapport à cette loi, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui s'est fait, et peut-être qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc Jean-Guy, s'il te plaît, qui est notre sympathique président de l'association, pourrais-tu nous rappeler un peu les bases de la loi ? On va essayer. On va essayer. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que le son est bon déjà. J'ai fait ce que j'ai pu pour que ça fonctionne et pour que vous m'entendiez. Donc voilà. Merci à Serge de bien vouloir animer cette soirée. Merci à Nancy qui est à la technique. Et merci à nos intervenants qui pourront ajouter leur petit grain de sel. Et merci au public également. Il n'est pas très nombreux, mais il est de qualité. Donc on est très contents. Donc les grandes lignes de la loi de 2005, ça a été une révolution, cette loi, dans le monde du handicap. La toute première datait de 1975. Elle parlait déjà du handicap dans un sens intégration, mais pas encore dans un sens d'inclusion. C'est ce qui a fait la grande différence avec celle de 2005. Donc elle va avoir 20 ans demain. Et l'idée donc de cette soirée, de la soirée qu'on organise ce soir, c'est justement de pouvoir en parler parce que donc on n'est pas à Paris. Il y a une grosse manif ce soir à Paris qui a été lancée notamment par un grand sportif paralympique qui s'appelle Michael Jérémiaz et un collectif d'une bonne cinquantaine d'associations de personnes handicapées, dont les plus grosses. Nous, on n'est pas dans les plus grosses associations, mais on a le mérite d'exister et de pouvoir en parler un petit peu. Les grandes lignes de la loi de 2005, eh ben, ça concernait tout le monde du handicap et tous les types de handicap. C'est ce qui faisait sa spécificité, c'est-à-dire que le président Chirac, à l'époque, avait fait du handicap sa grande cause nationale et il souhaitait, en quelques années, que la France devienne un pays de rêve pour les personnes handicapées. En fait, c'était un peu ça l'idée, je dirais, de la maternelle à la retraite. Voilà. Et quel que soit le type de handicap. C'est ça qui était assez exceptionnel. L'idée, c'était de dire, ben voilà, tous les enfants doivent être intégrés dans les écoles sans discrimination. Toutes les personnes handicapées devraient pouvoir trouver un emploi, doivent avoir accès à tous les loisirs. Donc tout devrait devenir accessible, etc., etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas tout à fait le cas, ma foi. Alors, est-ce que c'était possible? Est-ce que c'était une réalité? Est-ce que c'était une utopie de pouvoir faire en sorte que le handicap, tout handicap, puisse avoir accès à tout? C'est la première question qu'on peut être amené à se poser. Alors, on sait très bien que la Terre n'est pas plate et nous on est dans une région où effectivement il y a des pentes. Donc il y a certaines, je dirais certains sites, certains endroits qui ne seront jamais accessibles malheureusement malgré toute la bonne volonté qu'on peut y mettre. Ça c'est une certitude, mais il y a aussi des endroits où par exemple pour accéder à certains commerces il suffit de peu de choses. On se rend compte que même dans des villes très accidentées, en fait, certains commerces font l'effort d'avoir une pente qui sorte au moment où il y a une personne en situation de handicap qui arrive. Il y a des systèmes aussi d'appel, de bornes, un petit peu comme une sonnette en fait, on se signale à l'extérieur, et puis il y a des systèmes de pente automatiques qui peuvent sortir, il y a des possibilités aussi alors c'est un petit peu plus difficile, mais de creuser entre guillemets dans l'entrée du magasin pour faire une pente à l'intérieur, de façon à éliminer la marche qui se trouvait avant à l'extérieur.
Voilà, il y a pas mal de choses. Alors après, il y a différentes choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a la volonté, il y a la loi, il y a la volonté, et puis il y a les moyens. Parce qu'il y a plusieurs... On va dire qu'il y a plusieurs choses. Il y a le public aussi, et puis il y a le privé. Donc déjà, au niveau du public, on va être d'accord que le public, on devrait avoir tous accessibilité au public. Alors, on va commencer par en est tout petit. Est-ce que dans les écoles, il y a déjà l'accessibilité au public? On va parler d'ailleurs avec les gens du public qui sont là. Est-ce que vous, au niveau des écoles, vous pensez qu'il y a accessibilité au niveau du public? Qui veut répondre à cette question? De toute façon, ils ont des obligations dans les écoles pour s'adapter, mais ils ont un laps de temps, ça ne se fait pas en une année, ils ont 3 ou 4 ans pour le faire. Quoi. Mais si dans les écoles, enfin nous à la maternelle à Saint-Pierre, ça se fait. Oui, oui. Dans les écoles, il y a l'accès, puis il y a aussi une autre chose, des personnes pour aider par rapport au monde de handicap. Et est-ce qu'il y a dans toutes les écoles des personnes pour aider au niveau du monde de l'handicap? Oui, il y a des AVS, mais chaque enfant handicapé n'a pas forcément une AVS, ça c'est un grand dommage. Il y a plusieurs types de handicap. Oui, il y a plusieurs types de handicap, oui. Oui, c'est ça. Donc le handicap reste très très large. Oui, il reste très large et malheureusement, il n'y a pas toujours le personnel qui correspond. Et encore une fois, c'est souvent une question de moyens. Alors, je dirais que c'est une question de moyens et c'est aussi une question d'époque. J'ai eu l'occasion récemment de faire un après-midi de sensibilisation au handicap avec des futurs artisans, des élèves de la Format de La Roche-sur-Yon. Et on a fait un échange très sympa, même sur des choses autant publiques que privées, je dirais. Et je leur disais que personnellement, moi, quand j'étais gamin, j'ai pas eu de problème d'intégration parce que les instituteurs, à ce moment-là, les professeurs des écoles, comme on les appelle aujourd'hui, ne se posaient pas trop de questions. Il y avait un enfant handicapé qui était là, on faisait ce qu'on pouvait pour qu'il soit bien et pour qu'il soit avec tous les autres. Aujourd'hui, dès qu'il y a un enfant handicapé qui arrive dans une école, c'est surtout les adultes qui se demandent ce qu'ils vont faire. On était réduite en fauteuil roulant ou avec des cannes? Au début, j'avais rien du tout, j'avais même pas de canne. Je marchais, je marchais pas normalement, mais je me fatiguais vite, mais je marchais. Donc, Antoine peut en parler aussi de ça. Il est bien placé pour en dire quelques mots. C'est vrai que moi j'ai eu... Bonjour à tous. C'est vrai que moi, mon parcours à l'école, je l'ai fait accompagné souvent d'AESH et j'ai toujours eu quelqu'un jusqu'au lycée. Antoine, excuse-moi, pour que tout le monde comprenne, AESH, ça veut dire quoi? AESH, donc c'est le nouveau terme pour désigner AVS. Aide à la vie scolaire. Donc là, c'est aide l'accompagnement scolaire. L'accompagnement éducatif et social. Oui, voilà. C'est bien ça. Merci. Redis-le, Antoine, s'il te plaît. Aide à Non, c'est... Dites-le. Accompagnement éducatif et social aux personnes handicapées. Accompagnement éducatif et social, oui. Et donc, moi, je disais, j'ai toujours eu... quelqu'un pour m'aider à l'école jusqu'à la période du lycée. Et c'est vrai que à partir des années 2010, au niveau du droit, une AESH m'était accordée, mais il n'y avait pas le moyen humain en face. Et ce qui arrive beaucoup aujourd'hui au niveau des attributions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont mutualisés, donc qui ont une AESH pour souvent 2 ou 3 enfants, et souvent dans quelques cas qui sont isolés dans des écoles par exemple en milieu rural où il n'y a pas souvent beaucoup de demandes. Les enfants ont la demande d'attribution, ils n'ont pas le moyen humain derrière pour mettre en place. Alors je salue au passage les personnes qui nous regardent. Elles ne sont pas nombreuses, elles sont 3 personnes. Mais en tout cas, bonsoir à vous et n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions ou des remarques. On est aussi là pour ça.
Donc voilà, donc au niveau de l'école, là on a surtout parlé de l'école, là pour l'instant petit, primaire. Pour l'école, bien sûr, après on passe au collège, lycée. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a au niveau de l'handicap quelque chose qui a été fait depuis 2005? Est-ce que c'est mieux? Oui, je pense qu'il reste encore des choses à faire. Alors, c'est mieux, oui, mais la chose essentielle à penser d'abord, avant d'intégrer un enfant dans une école, c'est que les parents puissent l'amener et se stationner, déjà. Ou, éventuellement, dans les grandes villes, prendre les transports en commun. C'est toute une chaîne du déplacement qui est à voir et à étudier. Et il y a beaucoup d'établissements scolaires encore qui ne sont pas accessibles, alors qui ne sont pas accessibles eux-mêmes, mais dont les abords ne sont pas accessibles non plus. C'est-à-dire que les trottoirs ne sont pas abaissés, il n'y a pas spécialement de place de stationnement, ou alors elles ne sont pas respectées. Enfin voilà, c'est tout un... Et puis les transports en commun. Alors dans les villes, maintenant, de plus en plus de bus. Alors ça, justement, depuis la loi de 2005, c'est quelque chose qui a changé. Il y a quand même de plus en plus de bus, de circuits de bus qui sont accessibles. Mais prenons l'exemple flagrant du métro parisien. Je crois qu'il y a 2 stations qui sont accessibles. Donc on monte un bout et à l'autre bout, on va pas redescendre. Donc déjà, pour l'accessibilité à l'école, c'est compliqué. C'est compliqué, oui, mais c'est pas plus compliqué pour l'école maternelle que pour le lycée ou le collège. C'est encore une fois une volonté, je dirais, des élus, des municipalités avant tout, de faire le nécessaire pour que des personnes handicapées puissent accéder aux établissements. Donc là, c'est plutôt, donc encore à nos amis politiques, de faire un effort. Sachant que certaines écoles sont gérées par des départements, d'autres par des régions. Donc c'est là aussi que c'est peut-être qui complexifie un petit peu la chose. Oui, c'est évident, ça complexifie la chose, mais il y a aussi, une méconnaissance du problème. Je vais prendre un exemple tout bête. Depuis quelques semaines, on a le plaisir, tout près de chez nous, dans une petite commune que tu connais bien, Serge, d'avoir un distributeur automatique d'alimentation, de nourriture. Donc pizza, c'est un service qui est mis en place par un restaurant, donc c'est du privé, mais ça doit être notamment quand même ouvert au public, puisque c'est un truc qui est ouvert 24h/24, qui fonctionne avec une carte bancaire. C'est juste installé. Il y a 8 jours que ça fonctionne à peu près. Et ce distributeur-là, il n'est pas accessible. Il y a une marche devant, il y a un socle, et j'ai eu le plaisir, pas plus tard que tout à l'heure, de voir la personne qui l'a fait installer, et qui m'a dit, mais j'y ai pas pensé. J'y ai pas du tout pensé, tu fais bien de me le dire. Et le pire, c'est que la société qui installe ce distributeur, c'est là où je veux en venir. Elle n'en parle pas. Là, il y a le privé qui, en plus, doit penser à tout. Mais le fabricant, le distributeur, pour moi, est vraiment responsable. Parce qu'il doit y avoir, au moins au niveau de ce fabricant, de ce distributeur, tout de suite dire, en plus, l'endroit je le connais bien, il y a un parking qui est vraiment plat, très accessible. Donc ça, c'était important. Mais là, c'est de dire, le distributeur, de dire, attendez, voilà, il faut mettre ça, il faut faire comme ça, parce qu'autrement, les personnes en fauteuil, parce que c'est pour les personnes en fauteuil. Oui, voilà. Même avec un déambulateur ou des cannes, c'est avec des cannes encore, si la personne arrive à plier les jambes, elle va pouvoir monter la marche. Mais ça pose quand même un gros problème. Voilà, donc là, c'est vrai que on parle de la scolarité, mais on a dévié là-dessus, et c'est très bien. Donc même dans le privé, il faut faire très attention, mais là, il faut demander à nos fabricants. Alors, il faut demander à nos fabricants. Attendez, alors tiens, il y a une personne qui veut. Est-ce que le fabricant connaît le monde du handicap? Voilà. Il vit avec le handicap. Voilà. Donc les gens. Ils ne sont pas concernés, ils ne vivent pas avec. Voilà. Donc là, on a un gros problème de réflexion, c'est que les gens n'y pensent pas. Voilà. Tu comprends pourquoi je suis fier et heureux, grâce à Frédéric, un de nos nouveaux adhérents, d'avoir été contacté par la CAPEB, qui est un organisme et qui m'a permis justement l'autre jour de pouvoir aller
faire cette intervention auprès d'élèves de futurs artisans, parce que je suis persuadé que c'est en étant à la source et en expliquant les choses à la source qu'on arrivera à faire progresser les choses. Les lois c'est bien, mais si tu veux, des lois depuis 2005, il y en a eu d'autres, notamment la loi de 2017, un arrêté de 2017 par rapport au handicap, qui est très important, qui clarifie des choses, notamment en matière de toilettes et de salles de bain, donc qui vraiment précise des choses essentielles, notamment par rapport aux poubelles. Ça peut paraître idiot, ceux qui sont autour de moi vont beaucoup rire parce qu'ils savent que mon cheval de bataille, entre autres, c'est les poubelles à pédales dans les WC handicapés qui sont complètement inutiles et inadaptées, mais qu'on continue quand même à mettre depuis cet arrêté de 2017, parce que les gens qui font construire ou qui mettent en place des établissements ouverts au public font confiance aux gens qui les construisent et aux fournisseurs et aux architectes, etc., etc. Et on met une poubelle à pédales dans un WC handicapé, ça ne choque personne, alors que les personnes en fauteuil, bien souvent, ne peuvent pas bouger les jambes. Ce qui serait important aujourd'hui, avant tout, beaucoup de choses, c'est de consulter des associations comme la nôtre, pour pouvoir dire, ben voilà, en avant-projet, voilà ce qui vous manque, voilà ce qui fait, et voilà ce que tu as commencé d'ailleurs, ce que tu disais avec la CAPEM. Moi j'ai d'autres exemples, vous en parliez tout à l'heure, cette salle par exemple, il y a un nouveau truc qui a été installé, et c'est installé à quelle hauteur? C'est installé à, je n'ai pas pris de mètre, mais à vue de nez, à 1m40, 1m50. Donc au niveau de l'appréhension, c'est carrément impossible. Voilà. Donc voilà, alors ça c'est une chose, donc c'est la loi handicap et inclusion. Donnez-moi s'il vous plaît la définition de l'inclusion. L'inclusion, c'est permettre à des personnes, en l'occurrence là, à des personnes en situation de handicap, de pouvoir faire exactement toute chose ouverte au public comme les valides. D'accord. Voilà. C'est-à-dire l'accès à tout, partout, tout le temps. Sans différence, surtout sans discrimination, bien sûr. Et encore une fois, ça touche de la maternelle jusqu'à l'âge de la retraite, en passant par l'éducation, les loisirs, le sport, les sorties, le cinéma, le théâtre, les piscines, tout ce que tu veux. L'inclusion, c'est ça, c'est donner de l'accès à tout le monde et pouvoir, ça va même au-delà, parce que c'est même, par exemple, je vais prendre un exemple concret, c'est l'obligation, par exemple, pour des organisateurs d'une manifestation ouverte au public en extérieur, l'obligation de prévoir un parc de stationnement pour des voitures de personnes en situation de handicap, titulaires de la carte de stationnement. C'est aussi ça. Avant, ça n'existait pas. Mais ça en fait partie. C'est aussi le fait d'accueillir des personnes handicapées avec leurs soignants ou avec leurs aidants sans les séparer pendant un spectacle, sous prétexte qu'on a pondu un règlement intérieur disant « Ah oui, mais une personne handicapée, un accompagnant. » Non, je suis désolé, c'est pas dans la loi. C'est un exemple. On a des commentaires de Frédéric. Ah, très bien. Vas-y. Moi, je les ai pas. Je peux pas les avoir, je ne filme pas. Bonsoir. Effectivement, le diagnostic précoce, la pathologie du handicap est indispensable pour l'orientation en milieu spécialisé ou en milieu scolaire. Il y a un véritable écart entre l'application... Ah, c'est quoi ça? Connexion lente. Entre l'application de la loi et son usage. Voilà, donc c'est au départ que, entre le souhait de vouloir faire quelque chose et l'aboutissement, il y a un laps de temps et il y a un problème. Il y a un grand écart. Il y a un grand écart. Est-ce que vous avez des exemples précis dans votre quotidien, des choses que vous pouvez me dire? Parce que ça, c'est important. Hein. C'est le témoignage qui va nous dire, voilà. Est-ce que vous avez des exemples précis, justement, par rapport au monde de justement l'inclusion? Il y a des endroits qu'on ne peut pas aller, il y a ceci, il y a cela, que vous avez constaté récemment. Moi, j'aurais une chose à vous dire après, d'ailleurs, quand tu parlais de la CAPEM, qui m'a fait beaucoup rire. C'est sûr, il y a encore beaucoup de magasins qui ne sont pas accessibles. Des lieux publics. Des lieux publics qui ne sont pas accessibles.
Comme ici, là, c'est pas accessible. Dans cette salle, c'est pas accessible parce que la porte d'entrée, quand tu es en fauteuil roulant, tu peux pas l'ouvrir. Donc il suffirait simplement de modifier quelque chose. Tu peux faire un galardage, elle s'ouvre. Alors, on en parle, on en avait, Oui, l'idéal pour tous les lieux de recevement du public, c'est les portes automatiques. On est bien d'accord. puis on en avait parlé l'autre jour. Il y a une chose qui me paraît importante, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, on fait construire des maisons. N'importe quelle construction. Pourquoi pas tout mettre aux normes de l'handicap? Il y en a qui existent. Ah oui, mais à un moment, tout a un coût. Mais si tout était mis aux normes de l'handicap, c'est-à-dire que ça sortira en série, Il faudrait que le handicap soit la norme. il faut que l'handicap soit la norme. Les normes Qui peut le plus, peut le moins. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette réflexion. Oui, ah, il y a... Non, non, c'est que tu restes en face. Ah, c'est que j'étais le... Ah bah oui, Pardon. tu tournes le dos aux gens. Vous m'avez vu de dos. C'est Je pas- pense qu'il faudrait faire des maisons témoins pour éveiller les gens à ce problème-là. Je pense qu'il faudrait faire des maisons témoins Pas s'asseoir. pour éveiller les gens à ce souci-là du handicap. Donc ton témoignage le jour par rapport justement à la CAPEP, tout ça, ça devait être important, ça devait être intéressant pour toi. Oui, ben moi ça fait 20 ans que j'en rêve. Oui, Ouais. mais eux, à l'école, ça leur est... Comment ils ont réagi? Oui, comment ça les éveille à quoi? À tout, à beaucoup de choses, même à l'utilisation du véhicule adapté, parce qu'ils ne connaissaient pas non plus. Ouais. Leur parler qu'une douche à l'italienne, c'est vraiment une douche sans seuil. Faut savoir qu'actuellement, il y a beaucoup de plombiers qui se fient à la réglementation, et la réglementation, c'est seuil maximal pour les PMR, 2 cm. Donc même s'ils peuvent mettre des seuils extra plats, ils ne les mettent pas, parce que la loi, c'est 2 cm. D'accord. Et 2 cm avec un fauteuil roulant et un scooter électrique ou un fauteuil, on bloque, on passe pas. Et moi, je pense que ces jeunes-là, ils devraient être... on devrait les mettre à passer quelques jours en fauteuil roulant. Ils l'ont fait. Ah oui, alors. Ils l'ont fait. Ils ont fait avant que j'arrive. Hein. Il y avait 2 fauteuils roulants dans la Et salle. l'immersion. Ils ont fait des expérimentations, ils ont fait des essais, ils ont fait un parcours sur place. Ils sont habitués depuis quelques années à faire ça. Bon, il y a eu d'autres intervenants avant moi. Hein. Je n'innove pas dans le Parce que domaine. les architectes à l'heure actuelle qui font ces constructions-là, eux, il faudrait qu'ils y vivent au moins quelques jours. Alors apparemment, j'ai pas les durées, hein, mais il semblerait qu'au niveau de l'accessibilité, la formation des architectes, elle est vraiment minime. Ils ne sont pas trop sensibilisés au problème. Oui, puis c'est des droits. Enfin, comme vous disiez, le seuil de la douche Oui. avec le règlement est 2 cm. Mais c'est ça Oui. qui n'est pas bon. Oui. Oui, mais entre- Oui, oui. Non, mais c'est ça. Oui, ben, c'est-à-dire que, alors c'est ça qui est pas bon pour une douche, et c'est pas bon non plus. Enfin, quelqu'un en fauteuil manuel, il va passer 2 cm. Antoine est là pour le dire et le confirmer. Il passera. Le problème, c'est les engins électriques qui souvent ont des petits trous et bloquent. Donc, où ils n'ont pas assez de puissance pour passer des seuils. Et le problème, c'est que la norme est la même pour un seuil que pour un ressaut. Et en l'occurrence, un ressaut, c'est ce qu'on trouve, par exemple, pour une douche. C'est pas spécialement un seuil, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre la hauteur du carrelage et la hauteur du receveur à carreler, parce que la plupart du temps, on nous dit que pour faire une douche à l'italienne, il faut un receveur à carreler. C'est complètement faux. Bien souvent, on peut mettre simplement un carrelage antidérapant sans avoir de seuil, directement avec une chape, et on n'en parle plus, et l'évacuation, et basta. Le carrelage est bien fait. Évidemment, il faut un petit peu plus de connaissances peut-être qu'avec un receveur, parce que le receveur, la pente est déjà étudiée. Si on met un carrelage, il faut étudier la pente sur place et voir ce que ça donne. Alors donc il y a l'association Action Handicap Vendée, mais est-ce qu'il y a des associations ou est-ce qu'il y a des gens qui centralisent tout ce que l'on peut avoir comme idée? Moi, c'est Tout ce qu'on peut avoir comme idée, c'est-à-dire on a de tout ce que tu parles, de tout ce que l'on vient de parler. Le quotidien du handicap. Oui, le quotidien du handicap, est-ce qu'il y a des gens qui centralisent pour en faire remonter? On parle d'architectes qui ne sont peut-être pas formés, on parle pour faire remonter tout ça. Est-ce qu'il existe, à part notre association, après, nous, on est que un tout petit grain de sable dans l'océan. Il y a des grosses associations en France. Hein. On va parler de l'APS, APL France Handicap, par exemple. On va parler de la FNAC, on va parler de quelques autres comme ça, qui sont des grosses machines avec des salariés, et qui sont censés être eux aussi des liens, mais plus importants que nous, entre les élus et les personnes en situation de handicap et le terrain, bien sûr. Alors, on va parler d'un autre domaine aussi, le handicap dans le monde du travail. Comment vous voyez le handicap dans le monde du travail? Est-ce que tout le monde peut avoir accès alors, il est vrai que tout le monde ne peut pas avoir accès à tous les postes, mais est-ce qu'il y a vraiment un effort qui est fait dans le handicap au niveau du monde du travail? Alors, Moi, je pense depuis plus ça. oui. Moi, je pense
Des efforts, il y en a. Alors, il y en a aussi parce qu'il y a l'amende qui plane. Après, ça dépend de quel handicap. Si c'est physique ou mental. Bien sûr. Ce qui n'est pas facile. Hein. Ça dépend aussi de quel patron. Voilà. Ça dépend dans quelle structure on se trouve. Si l'équipe, si le patron et l'équipe dirigeante a le souhait d'inclure des personnes en situation de handicap ou pas. Mais c'est pas l'amende qui les arrête. C'est pas l'amende qui les arrête, ces gens-là, mais il y a une bonne volonté de la part de l'employeur aussi. De faire Les choses. Alors, il y a la volonté, il y a donc la loi pour l'amende. Oui. On a un commentaire de Frédéric. Oui. Il existe un label handicap Silverbat développé par la CAPEB 85. Oui, tout à fait, oui. Il existe un label handicap Silverbat, Handibat, développé par la CAPEB 85, effectivement, qui est là pour justement inciter, enfin aider les artisans à faire des choses accessibles. Alors pour la loi pour le handicap, vous parlez de... Il y a une amende, quoi, si je comprends bien. Par rapport au travail, oui. Ouais. Oui. Mais C'est-à-dire qu'il y a un quota d'employés, de salariés handicapés à respecter, et quand ce quota n'est pas respecté, il y a une amende qui est payée par les entreprises et qui est reversée à la GFIP. La GFIP, c'est l'association pour la gestion du fonds. Alors attends, GFIP, l'association pour la gestion du fonds des entreprises. Hein, pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Ouais. Et donc là... Donc en fait, la GFIP est là pour aider à aménager des postes pour des personnes handicapées. C'est-à-dire que c'est un peu le chien qui se mord la queue. Oui. C'est-à-dire que les entreprises qui n'emploient pas de personnes handicapées payent une amende à une association qui est là, elle, pour aménager des postes pour des personnes handicapées. Alors je vais même aller un peu plus loin. Cette loi pour le handicap, justement, pour cette taxe, c'est pour les entreprises à partir de 20 salariés. Je ne connais pas la norme, mais je crois que c'est ça. C'est pour les entreprises à partir de 20 salariés. Ça, j'en suis sûr. Et le paradoxe, c'est qu'en France, on a beaucoup de TPE, de PME qui ont moins de 20 salariés. Bien sûr. Pourquoi pas appliquer la loi pour tout le monde? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça n'a pas été voté comme ça, c'est tout. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une entreprise qui a une obligation d'emploi de personnes en situation de handicap peut la contourner, entre guillemets, en faisant travailler des personnes handicapées qui viennent d'un ESAT. Donc un établissement qui leur permet de travailler. Et là, ça peut concerner justement des personnes en situation de handicap mental qui vont, je vais prendre un exemple concret, une entreprise qui a un terrain avec des arbres et des pelouses, et au lieu de prendre un jardinier indépendant, elle va faire travailler un ESAT, et ce sont des personnes handicapées donc, qui vont venir, et ça va dispenser l'entreprise de payer l'amende parce qu'elle-même n'emploie pas de personnes en situation de handicap. Alors Frédéric met oui, 20 salariés minimum. Voilà, merci Frédéric. Merci Frédéric. De confirmer. Donc voilà, il y a toujours, aujourd'hui, ce que l'on peut dire. Quelle avancée avez-vous constatée depuis 2005? C'est une question concrète. Oui. Les places de parking, déjà, il y en a beaucoup plus. Oui. Les places de parking, avez-vous constaté d'autres... Oui. Alors, je vais dire oui, mais le magasin, l'accès aux caisses, c'est plus rapide, des choses comme ça. Je vais rajouter un bémol par rapport aux places de parking. La plupart continuent à être peintes en bleu, les places handicapées, les places réservées aux personnes en situation de handicap, avec titulaires de la carte de stationnement, alors que la réglementation ne l'impose absolument pas. La réglementation, c'est un panneau de stationnement interdit, stationnement et arrêt interdit, sauf le petit logo handicap, et deux macarons blancs peints au bout des places de façon à ce qu'elles soient repérables de loin. Le bleu, c'est réservé aux zones bleues dans le code de la route. Ça n'a jamais été réservé aux places pour les personnes handicapées. Et certains pensent que leurs places sont accessibles parce qu'elles sont peintes en bleu, ce qui n'est pas le cas. Alors j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, où vous avez confirmé, lorsque l'on a la carte de handicap, on peut se stationner. La carte de stationnement, tu veux dire? Oui, la carte de stationnement. Oui. On peut se stationner sur une place normale oui. Sans payer. Oui. Alors ça, c'est national. C'est national.
Donc ça, c'est important. Si je ne me trompe pas, Tiens, vous ne savez pas? Non, ça c'est important. c'est depuis 2017 ou 2018. Je me suis fait confirmer par de la police municipale et de la police Ah, oui. nationale, parce que j'en étais pas sûr. Ils m'ont dit, lorsque vous êtes dans une ville où il n'y a plus de place pour une personne en situation de handicap, vous trouvez une place, si vous avez la carte, on ne peut pas vous mettre de Voilà, contravention. tu ne payes pas le parc-mètre et tu restes quand même dessus. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien pour des gens comme toi qui tiennent debout Oui. et qui n'ont pas besoin d'ouvrir leur porte en grand pour Voilà. pouvoir descendre de leur voiture, pour descendre des cannes ou un fauteuil roulant, et je te souhaite que ça dure très longtemps comme ça. Hein. Mais pour des personnes qui ont besoin De place. de largeur, évidemment, longueur. ça ne sert à rien, ou de longueur. Ah. Évidemment, ça ne sert à rien. Alors, ce qu'il faut bien dire aussi au niveau des places, je suis confronté au problème depuis un peu plus d'1 an, c'est que la largeur obligatoire des places pour les personnes handicapées, c'est 3,30 m. Et quand on a des véhicules avec une plateforme latérale, on ne tient plus dessus. C'est-à-dire que quand on sort la plateforme, on se retrouve sur la place d'à côté. Donc ça n'a pas du tout été pensé par le législateur. Et ça serait bien quand même que la réglementation évolue, parce que le matériel, lui, évolue de plus en plus. On se retrouve avec des véhicules importants. Quand ils ont une plateforme, c'est obligatoirement un fourgon, que ce soit une plateforme latérale ou une plateforme à l'arrière, comme le disait Pascal, on galère un petit peu pour se garer. D'accord. Donc ça serait bien sur des parcs de stationnement qu'il y ait des places de prévues Plus large plus larges Et ou plus plus longues. et plus longue. Alors, justement, je rebondis là-dessus aussi. Tout à l'heure, je parlais d'organisation de manifestations ouvertes au public, qui ont donc l'obligation légale de mettre à disposition des emplacements de stationnement pour les personnes en situation de handicap. J'ai eu l'occasion, avec 2 autres personnes qui sont dans la salle, de gérer il y a presque 2 ans maintenant un parking sur un gros festival vendéen, le parking PMR justement, et on a tout fait. Il n'y avait pas de place dématérialisée sur ce parking là, donc on a tout fait pour demander à l'entrée comment était équipé chaque véhicule, de façon à pouvoir les faire placer au mieux. Et c'est ce que je conseille à tous les organisateurs de manifestations ouvertes au public. Essayez d'avoir 1 ou 2 bénévoles qui soient présents pour le parking PMR et qui puissent gérer les personnes qui arrivent au mieux, non pas en ayant l'impolitesse de leur demander de quoi elles souffrent, parce que ça peut arriver malheureusement, donc on ne fait pas ça, mais on essaye de savoir, est-ce que vous avez un fauteuil, est-ce que vous avez besoin de place sur un côté, est-ce que vous avez besoin de place à l'arrière, et dans ce cas-là, hop, on guide la personne pour avoir le meilleur emplacement possible, ce qui n'est pas possible dans les villes actuellement, puisque ce n'est pas prévu. Donc ce qui sera important aussi pour toutes les responsables d'associations de grandes manifestations, c'est aussi de contacter des associations comme la nôtre, en priorité, en amont, afin de pouvoir justement organiser cette partie plutôt... Alors on y travaille aussi. C'est-à-dire que, je le dis, c'est en exclusivité du coup. Hein. Écoute bien, c'est une exclusivité. Oui, c'est une exclusivité. Ouais. Il y a une plaquette, un dépliant qui devrait voir bientôt le jour, qui sera édité par nous et par un organisme local, je dirais, à destination de tous les organisateurs de manifestations ouvertes au public, pour accueillir au mieux les personnes handicapées, tout type de handicap confondu. Donc essayer de les guider en disant, voilà, si vous avez une personne malvoyante, comportez-vous plutôt comme ça. Si vous avez une personne qui a un fauteuil roulant, pensez que cette personne-là, elle est en fauteuil roulant, mais elle peut quand même se déplacer un petit peu, alors que quelqu'un qui a des cannes, lui, va se fatiguer plus vite. C'est des trucs qui paraissent peut-être idiots, mais voilà. Comment faire, par exemple, pour accueillir des gens sur une pelouse, des gens avec des fauteuils? Il existe des systèmes maintenant, comme sur les plages, on peut déployer des bandes au sol, de façon à ce que la pelouse devienne praticable. Voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser, mais il faut y penser en amont. C'est comme toute l'accessibilité, y compris des bâtiments dont on parlait tout à l'heure. Si on n'y pense pas avant, le jour où ça arrive... il y a quelques temps, je me suis retrouvé bloqué sur l'accès à un vide-grenier, justement.
Parce que maintenant, les préfectures, par peur d'avoir des voitures béliers qui foncent dans la foule, obligent les organisateurs à mettre des voitures en travers ou des gros fourgons pour barrer les rues carrément. Que ce soit pour des vides-greniers, des expositions en extérieur, des choses comme ça. Et les organisateurs font ça tellement bien pour éviter que des voitures rentrent sur les rues qui sont bloquées. Est-ce qu'on peut en vouloir aux organisateurs? Là, c'est non, non, mais ils font les choses tellement bien qu'ils ne laissent pas de passage, tout juste pour des piétons. Et donc, il n'y a même pas un endroit où il y a un passage de 80 cm pour laisser passer un fauteuil. Et j'ai été confronté à ça il y a quelques temps dans une commune vendéenne. Donc j'ai appelé l'organisation, là aussi, c'est de la discussion, c'est expliqué, voilà. Et bon, quand on explique, ça se passe bien. Mais c'est souvent des histoires de dialogue et de bon sens. Donc il faut en amont. Je pense que c'est là qu'il faut surtout en amont le travailler. Et c'est la force de notre association. C'est la force de notre association, puisqu'on se met justement à disposition des élus et de tous ces gens-là, tous les organisateurs qui ont besoin et tout. Même pourquoi pas des chefs d'entreprise, il n'y a pas de problème, on peut aussi être présent auprès d'eux pour les conseiller, pour les guider, pour les aider. Et c'est évident que si on fait les choses avant, ça coûte moins cher que de casser et de les refaire après. Alors, donc, on a parlé de certaines avancées. Est-ce que vous voyez d'autres avancées qui existent depuis cette loi de 2005? À l'école? D'accord. Non, mais le problème, si vous voulez, c'est que si vous ne prenez pas de micro, on ne vous entend pas du tout sur Internet. Non, mais vous ne serez pas filmé. Mais si vous parlez, on vous entendra. On ne vous êtes pas filmé. Au niveau des AESH à l'école, moi, mon fils est né en 2003. Et donc, il a eu la chance quand même d'en avoir toujours une de l'âge de ses 7 ans à 13 ans. Au niveau du primaire, qui a continué au collège, ça a été compliqué après au collège, du coup, c'était un peu l'enfer. Mais il y a eu plein de choses qui se mêlent après l'intégration, la différence. Aujourd'hui, ça rentre peut-être plus, il y a plus d'accompagnants, mais à l'époque, il était le seul élève à avoir une message, un peu de côté, la discrimination. Mais c'était pour la dyslexie. D'accord, tout simplement. Mais oui, mais on est différents. Bah oui, bien sûr. Ta première maîtresse en CP, mais il ne voit même pas que c'est les deux mêmes phrases. Ben oui, il voit. Bon. Alors pourquoi Et sachant qu'il ne pose pas de diagnostic avant 7 ans, ben c'est compliqué. C'est le souci à la AVS. Ben oui, mais dans la dyslexie, c'est pas possible. je sais pas. Même quand le diagnostic est fait, quelquefois, ma fille, ça a été diagnostiqué, elle était en seconde déjà, et puis pour une dyslexie. Et son premier devoir d'histoire, on lui a redonné, on lui a mis un 0, on lui a redonné, et trop de fautes d'orthographe. Alors, et puis le dossier était bien ouvert, avait bien été donné à tous les professeurs, mais ça fait bien rire. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, d'accord. Est-ce que ça a bougé depuis? Tu sais pas? Parce que pour le coup, s'il n'avait pas eu d'AESH en primaire, il n'aurait pas pu suivre le parcours du primaire. Donc je veux dire, il y a 20 ans, il n'y en avait pas. C'est quand même depuis la loi 2005 qu'elles sont arrivées dans les écoles. Oui, tout à fait. Et je pense que ça a quand même sauvé certains enfants qui n'ont jamais appris parce que moi, parce qu'ils sont restés dans le fond de la classe, parce qu'on ne savait pas pourquoi ils n'arrivaient pas à apprendre à lire. Parce que je vois, moi, j'ai ma fille qui a le même problème que moi. Attends, on t'apporte un micro. Oui. Je comprends. Oui. Parce que moi, j'ai ma fille Céleste qui a le TDAH, qui a la MAVS à l'école. Et je me dis, elle a de la chance parce que moi, j'ai pas eu ça quand j'étais petite, quoi. Mais elle, par contre, elle le refuse. Elle est dans le déni. Elle dit qu'elle n'a pas besoin d'aide et elle renvoie balader la VS. Donc c'est compliqué. Ouais, c'est autre chose. Ben, c'est par rapport aux autres élèves, de dire j'ai pas besoin d'aide et. Enfin, c'est pas facile pour les enfants. C'est l'acceptation. Voilà, l'acceptation, oui. C'est un problème d'acceptation. Donc il y a eu quand même une avancée. C'est pas fini. Parce que il y a le sport aussi. Le sport, oui. Le sport. Et les efforts qui ont été faits. Ah ben, on voit. Oui, puis au niveau de ce que des JO, d'ailleurs, c'est un autre exemple. Ça parle, hein. Le handisport. Toi qui fais du sport, tu fais du hand. Donc tu peux nous en parler. C'est
niveau du... Je voudrais juste revenir au niveau de... Juste avant de parler du sport, de l'accompagnement scolaire. Moi, je trouve, avec mon expérience, que... En fait, ce qui est positif dans l'inclusion à l'école, c'est le regard des autres enfants sur le handicap. Avant, en fait, je pense que les parents et les éducateurs sensibilisent plus aujourd'hui que par le passé. Voilà. L'image n'est plus la même. Mais oui. Les parents prennent le temps d'expliquer aux enfants ce qu'est le handicap. À mon avis, ils ont compris. Peut-être pas tous. Alors, est-ce qu'ils ont compris ou est-ce que aussi on ne regarde pas l'enfant handicapé comme on le regardait autrefois? Voilà, il y a ça aussi. C'est pas la même chose. Hein. Le regard, moi je pense qu'a bien changé, a évolué. Est-ce que cette loi aussi a imposé à ce que la vision soit plus la même? Et le monde de l'handicap, c'est tellement large aussi que... Voilà. Donc... Le handicap mental est quand même compliqué au niveau de la Voilà. société. C'est ce que, oui, on n'en a pas parlé parce que... Mais le handicap mental, c'est très compliqué, hein, même pour les enfants et pour les parents. Plus large, tout ce qui est handicap invisible. Au-delà du handicap mental, tout handicap qui ne se voit pas directement. Et pour ce qui est du handicap mental au niveau de l'inclusion dans les écoles, je ne pourrais pas vous en parler trop. Alors c'est vrai que apparemment c'est très très compliqué. Moi j'ai un petit neveu qui est dans cette situation-là. Pour trouver une école qui accepte un enfant adapté, et souvent ils sont dans des écoles avec des disparités d'âge qui est énorme. Donc là je pense qu'il y a aussi encore un énorme travail à faire à ce niveau-là. Donc on voit quand même qu'il y a eu des avancées. Hein? Maintenant, il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, d'après vous, quelles seraient les priorités? Je me relance la balle. Bah écoute, pas au risque de passer pour un obsédé de l'accessibilité. Pour moi, la priorité, c'est l'accessibilité. L'accessibilité à tout et pour tous. C'est pas moi qui ai lancé le slogan, hein, il date d'il y a quelques années déjà. Pourquoi l'accessibilité? Parce que sans l'accessibilité, on est coincé. Voilà. Là où je m'en rends bien compte, c'est qu'avant, j'étais debout, maintenant je suis assis, par force. Et il y a bien des endroits où je pouvais aller avant, où je ne peux plus aller maintenant, notamment chez des amis. Et ça, c'est vraiment pénalisant. Donc on parlait tout à l'heure de l'accessibilité des logements, que ce soit des locatifs ou que ce soit des maisons. C'est une chose effectivement qui pourrait être mise en place, mais qui ne l'est pas, systématiquement je veux dire. Par contre on trouve quand même, heureusement, de plus en plus de constructeurs, d'artisans, de chefs d'entreprise qui sont ouverts à l'accessibilité et qui construisent des logements accessibles. Alors, après, il y a aussi une norme, bien évidemment, qui est à peu près respectée. Mais, alors, apparemment, on a un problème technique. Ah, d'accord, ok. Un problème de batterie sur le téléphone. Bon, on va tâcher de le résoudre. Maman, tu peux passer la batterie et le câble à Nancy, s'il te plaît? Ça devrait fonctionner. Ouais. Et Frédéric a marqué: je confirme pour le handicap invisible, comment accepter quelque chose non souhaité? Bah, bien sûr, évident, Frédéric est bien placé pour le savoir. Comment accepter quelque chose non souhaité? Non seulement l'accepter, mais vivre avec. Ça, c'est sûr, c'est évident. C'est sûr que c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est le handicap visible ou invisible. Tout à fait. C'est toujours été une acceptation. Tout à fait. En dessous, Et c'est pas assez traité. Alors c'est vrai que le handicap invisible, le problème, c'est que les gens en face, ne le voient pas, ils ne pensent pas qu'il y a quelque chose. Tout à fait. Donc ça, c'est là que c'est l'acceptation dans le handicap, tout ce que l'on dit autour de aujourd'hui,
si on n'a pas cette acceptation, c'est compliqué. Alors, excusez-nous pour les images qui bougent, c'est simplement parce qu'on fait un branchement pour que J'y le arrive téléphone Et c'est du direct. reste en charge. Et c'est évidemment du Oui, direct. direct. Et j'y arrive pas. On peut Attends, faire autrement. il faut que je sorte de là. On peut être vite jugé quand ça se voit pas. Oui. C'est pas visible. Toi aussi, tu es bien placé pour le Ben, moi, je c'est tout le temps que. C'est important. Moi, c'est des choses qui m'énervent souvent, c'est que si en gros on est bien habillé ou que de temps en temps on est un petit peu en forme et qu'on va sortir, ben non, t'es pas malade. Moi, c'est quelque chose c'est parce que ça se voit pas. On est pas malade, mais non, c'est pas par rapport à moi. J'arrive pas. Alors, ce que tu dis, c'est très important. C'est vrai Moi, qu'on voit quelqu'un bien portant, on le voit ne serait-ce qu'à une soirée, et on apprend après que cette personne a une vie un petit peu différente de nous. On dit, absolument, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors que c'est vrai que le handicap, c'est une question d'acceptation. Et le jugement. mais le jugement, c'est un gros problème. Donc, non, mais c'était très intéressant. Ça dérange. Oui. La différence dérange. Belle phrase. La différence dérange. J'en suis 99% convaincu. C'est compliqué après pour tout ce qui est sociabilité. Attends, j'arrive. Il faudrait 2 micros. Laisse-lui ton micro et prends l'autre. Non, je disais, après, c'est très compliqué au niveau sociabilité pour s'élargir. Moi, c'est bien pour ça que j'étais dans cette association, parce que j'arrivais plus à trouver ma place nulle part. Ouais. Ça, c'était compliqué. Si on ne travaille pas, on est jugé. Si, en plus, on n'a pas le permis, si on a des problèmes d'enfant place, si on a des problèmes différents des autres, on a une vie différente, tout de suite, ça dit, on est catalogué de feignants, on limite, on invente les maladies, ou les maladies, ça n'existe pas. Enfin, j'en ai entendu, d'ailleurs, t'es pas mûr. Et c'est pour plein de personnes, hein, que je connais d'autres personnes qui ont des problèmes. Tout ce qui est handicap invisible, c'est invisible, ça. c'est... Ouais, et moi, je me suis souvent servi, parce que moi j'ai les deux. J'ai handicap physique, par rapport à des maladies, et j'ai un handicap psychique. Et j'ai longtemps été dans le déni, parce que je ne voulais pas parler de mon handicap psychique, parce que maintenant je suis suivie au CREA, à La Roche, et je me suis toujours servi de mon handicap physique pour pas parler aux gens, justement, de mon handicap invisible. Et ça a duré très très longtemps, parce que je sors juste du déni cette année. Et Frédéric a mis « Admettre et composer avec une situation de handicap est un travail de longue haleine ». Oui. On prend le micro pour le dire. Vas-y, redis-le avec le micro, s'il te plaît. Et Frédéric il nous signale « Admettre et composer avec une situation de handicap est un travail de longue haleine ». C'est un travail du quotidien. Oui. Alors, je dirais que ça dépend comment survient le handicap aussi. Est-ce que c'est un handicap de naissance ou est-ce que c'est un handicap suite à un problème brutal, un accident, une maladie L'adolescence aussi. Le vieillissement peut être un handicap, le fait de ne plus pouvoir accomplir certaines choses, ça peut être un handicap pour certaines personnes, certaines qui le prennent bien, d'autres beaucoup moins bien, mais moi je reste persuadé que quel que soit le handicap et la différence, entre guillemets, l'acceptation du handicap en question, de cette diminution de faculté de faire ou de faculté à faire les choses, je pense que le fait de l'accepter, c'est déjà vachement avancé, quoi. Alors je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Ce qui est important, c'est aussi des associations comme la nôtre. Là, venez nous voir. Venez parler, parce que ça permet, c'est plus facile de parler lorsque l'on est entre personnes sévèrement handicapées. Quelquefois, on sait qu'on ne sera pas jugé par notre handicap. C'est là. Donc on lance un message, venez nous rejoindre. Qu'est-ce que t'en penses, Laurence? Je pense comme toi. Je te remercie. Donc voilà, alors beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire sur le monde de l'handicap? Je sens que tu voulais dire quelque chose. Il faut informer les gens.
aussi, d'essayer d'en parler le plus possible. Ben, par exemple, quand on va à un spectacle, bon, il y a l'entourage, ben, il n'y a pas d'accès pour les handicapés. Ben, ils n'ont pas le droit de venir voir le spectacle, alors. Il faut aussi se démener et puis en parler autour de soi. Oui, ça c'est important, en parler. Là, tu parlais du handicap physique. Mais quand c'est l'handicap psychique, mental, où il n'y a pas grand-chose qui est fait pour accueillir ces gens quand il y a des fêtes, bah, c'est pareil. Ils n'ont pas leur place. C'est pareil. Alors, voilà, ça c'est aussi très compliqué. On en a eu l'expérience cet après-midi. Oui, pas plus tard que cet après-midi. Ouais. Mais bon, c'est bon ce qui s'est passé. Ah, tout à fait. On était une association qu'on peut nommer. Ah ben on peut la nommer, bien sûr. Merci l'association nos amis de la Saint-Valentin, Saint-Pierre-du-Chemin, qui cet après-midi avait tous les ans, comme tous les ans, ils réservent un après-midi aux personnes handicapées de la semaine pour accueillir. Non, mais en fait, c'est que là, ils arrivent à mobiliser les EHPAD et les foyers d'accueil. Non, mais ils peuvent venir quand ils veulent. Non, c'est pas. Moi aussi, au début, j'avais pris comme ça. Mais au contraire, c'est pas du tout de l'exclusion. C'est permettre à des foyers adultes handicapés de se déplacer et des EHPAD de se déplacer tous ensemble pour passer un après-midi, justement. Après, ils peuvent venir quand ils veulent. Oui, mais en soirée, on sait bien que c'est compliqué pour faire bouger. Parce que quand il y a besoin d'aidants, d'accompagnants, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour cette raison qu'ils ont ouvert aussi une journée. Pour moi, ça veut dire les sectoriser. Donc ça n'a aucune valeur. Pour moi, ça n'a aucune valeur. C'est une façon de voir les choses. Voilà, donc c'est bien parce que c'est un débat. Oui. Donc, voilà. Mais parce que moi, c'est un peu là, j'ai une qui vient par rapport à ce que c'est je sais pas si je vais arriver à me faire comprendre, mais c'est les espaces réservés dans tout ce qui est spectacle et manifestation. C'est-à-dire que quand on va voir un spectacle, on est un peu parqué avec les gens comme nous. Et on ne peut pas passer, par exemple, le spectacle avec nos proches, avec qui on est. Non, avec quelqu'un de bien, tu peux pas, c'est là-bas, c'est là-bas. Ouais, voilà. Moi, je l'ai vécu en tant que professionnel, ça. Je l'ai vécu en match de foot. Ça n'a rien à voir, je suis plus retournée parce que ce ne sont pas des bêtes, hein. Ce sont des gens comme nous. Alors, là, je suis 200% d'accord avec toi, mais après, c'est une question, tout à l'heure, c'est ce qu'on disait d'organisation. Et ça peut être très très compliqué aussi, pour tout le monde. On s'adapte, il faut s'adapter. Ah oui, non, en fait, alors, je vais vous dire, ce que j'en pense pour en avoir été une victime qui a ouvert sa bouche. Ce qui m'arrive de voir ma bouche. C'est bizarre. Dans des situations. On vient de l'apprendre. Surtout dans des situations d'injustice. J'ai jamais supporté l'injustice dans quelque niveau que ce soit. Et quand ça touche le handicap, je deviens pas gentil. Mais par contre, je fais respecter la loi. Enfin, j'essaye. Ou de la mettre en avant pour pouvoir la faire respecter. Et par expérience, pour avoir aussi, comme je le dis toujours avec humour, également un pied dans le monde du spectacle, même si j'ai plus qu'un pied, je pense que l'idéal est le plus simple, quel que soit le type de spectacle, et que ce soit en salle ou en extérieur, l'idéal pour accueillir des personnes en situation de handicap physique, puisque les personnes en situation de handicap mental, elles sont dans la foule, généralement. Mais tout ce qui est handicap physique, donc je dirais canne, fauteuil roulant, scooter électrique, fauteuil électrique, machin, tout ce qui roule et ce qui ne tient pas bien debout, je pense que l'idéal, c'est d'avoir un espace au pied de la scène, juste devant. Et non pas des plateformes, des trucs un peu alambiqués sur les côtés, à l'arrière, dans le fond, machin. Et ça complique tout. Ça complique tout pour des raisons de sécurité. Alors on se cache justement derrière des questions de sécurité en se disant ah oui, mais les personnes handicapées c'est là-bas. Sauf que quand il n'y a personne pour surveiller, il y a aussi des valides qui viennent sur les plateformes. J'ai eu le cas l'an dernier par exemple au 24 heures du Mans Camion, un grand concert, bref, des milliers de personnes, une plateforme, il y avait plus de personnes valides sur la plateforme que de personnes handicapées.
Quelle est l'utilité de ce genre de truc? Alors qu'au pied de la scène, on aurait pu mettre 150 fauteuils. Ça gêne personne. Et je rebondis, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais Antoine n'avait pas dû entendre, je reviens au fait que les personnes handicapées sont comme les autres. Si elles veulent aller en famille, ou si elles ont l'obligation sanitaire, pour des raisons de santé, d'être accompagnées d'une, deux ou trois personnes, rien ne doit pouvoir leur empêcher d'assister à un concert ou d'assister à un spectacle avec les personnes qui les accompagnent. On met pas papa, maman à un bout et puis le gamin à l'autre avec la grand-mère. Je suis désolé, ça ne se fait pas. Quel que soit le handicap, qu'il soit chez papa, chez maman, ou chez le petit, ou chez la grand-mère, on est venu à 4, on reste à 4. Ça aussi, c'est de l'inclusion. Parce que des personnes valides, quand elles vont voir un spectacle et qu'il y a papa, maman, le petit et la grand-mère, eh bien, ils ont pris des places tous les 4 ensemble et ils y restent. Donc je ne vois pas pourquoi des personnes en situation de handicap, on les sépare. Et quand il s'agit de gens, moi justement, après ce qui m'est arrivé il y a 1 an et demi, là, voire 2 ans maintenant, pas loin de 2 ans, j'avais fait un post sur Facebook qui a fait un petit peu de bruit, et j'ai eu des réactions de gens qui m'ont dit « Ah mais mon pauvre Jean-Guy, si tu savais, nous on a même eu des problèmes avec... on connaît des gens qui ont eu des problèmes avec leur fille, qui étaient obligés d'avoir une infirmière en permanence avec elle. » Et ils ont dit « Non, c'est soit le père, soit la mère, soit l'infirmière. Mais c'est pas les 4, ni les 3. On empêche du personnel soignant d'être auprès d'un malade, de quel droit? Parce que dans l'organisation, on s'est donné le droit de penser que... non, je suis désolé, je suis pas d'accord. Et ça, ce que tu dis, c'est très important, parce que les organisateurs ne sont personnellement peut-être pas touchés par ce genre de choses. Mais bien sûr, bien sûr. Hein? Mais là aussi, s'ils faisaient appel à des gens sensés et concernés par le problème, je pense qu'ils auraient d'autres discours et d'autres façons de voir les choses. Il y a un gros festival de rock qui se passe en Loire-Atlantique depuis des années et des années. C'est pareil, c'est une personne handicapée, un accompagnant. Mais personne derrière. Mais je ne comprends pas. Ça m'agace profondément. Je ne comprends pas comment on peut supporter ça. Donc il y a encore un gros travail à faire. Mais il y a un énorme travail à faire. Oui. Il y a un énorme travail à faire. Encore une fois, là, je veux dire, des choses neuves comme ici, là, ce boîtier de commande, qui doit être un truc électrique ou de commande du vidéoprojecteur, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je ne peux pas y accéder, Antoine non plus. On est capable de s'en servir, mais on ne peut pas y toucher. C'est trop haut. Donc, pourquoi est-ce que dans les maisons, on met les compteurs à 1,80 m de haut? Les prises de courant. Pourquoi est-ce qu'on met les prises de courant à 30 cm du sol? On a l'exemple ici aussi. Hein. Ouais. Antoine, il va arriver à la mettre, la prise de courant. Moi, je suis incapable de débrancher à cet endroit-là. Il faut savoir que quelqu'un qui est paraplégique, s'il se penche, il ne peut pas se relever. Hein, parce qu'il n'a pas l'usage du bas de son corps et il n'a aucune sensation. Donc le mec, il va se pencher, mais il va rester penché. Comme je parlais tout à l'heure des poubelles à pédales ou des poubelles trop basses. Malheureusement, les personnes qui sont paraplégiques, elles ont besoin de se sonder, donc elles ont du matériel acheté, et quand elles ont du matériel acheté, elles ont besoin d'une poubelle. Et bien, si on ne respecte pas la norme des poubelles à 80 cm de haut, la personne, elle est coincée, elle ne peut pas acheter son matériel. Donc c'est quand même un énorme problème. Donc ce qui est important, c'est de, bien sûr de recenser tous ces problèmes. Alors donc, notre association peut la recenser. Comment peut-on faire justement pour faire remonter tous ces problèmes, toutes ces choses-là? Nous, on a établi, on a édité un petit dépliant de 4 pages à 5 avec justement les normes principales. On en est rendu, à ma connaissance, à 600 exemplaires d'édités qu'on distribue là où on passe, là où on se trouve, les uns et les autres, quand on voit une anomalie. Et c'est souvent très bien accueilli. Je dis souvent parce qu'il y a des endroits où il y a des gens qui ont d'autres types de handicaps que des handicaps physico-mentaux, c'est-à-dire qu'ils sont cons. Donc là, on ne peut rien y faire. Mais quand on tombe sur des gens sensés et attentinés à l'écoute, on se rend compte que nos petits dépliants, ils sont bienvenus et qu'on nous dit « Ah ben oui, tiens ça, ben c'est vrai, on n'y avait pas pensé. Quoi. On n'y avait pas pensé, donc merci à vous d'y avoir pensé et merci de nous en informer parce que du coup, on va changer les choses. » Il y a d'autres organisations, tu vois pas, je veux venir.
De quoi? Tu vois pas où je veux en venir? Bah vas-y, je sais pas, non. Il n'y a pas un forum, des forums par exemple, des choses comme ça? Bien sûr. Voilà, Alors, c'est ça. Oui, alors, bon, les forums, si tu veux, c'est bien, mais parfois c'est un peu démoralisant. Parce qu'on se rend compte que les personnes handicapées elles-mêmes ne jouent pas le jeu. Et en fait, on organise des choses et parfois les personnes handicapées ne se déplacent pas. Alors après, elles n'ont pas toujours les moyens de se déplacer, elles n'ont pas... mais c'est un petit peu démotivant. Alors ceci dit, oui, je vois où tu veux en venir. C'est important. Donc c'est important, le 22 mars prochain, on organise un forum de handicap dans cette même salle, justement, la salle Belle-Épine à la Châtaigneraie. Non pas dans le sens de la journée handicap accessibilité qu'on a fait en 2023, où on avait là des gens qui étaient des professionnels qui vendaient du matériel, on avait des associations, on avait regroupé vraiment un panel énorme en lien avec le handicap et tout type de handicap. Là, on va aussi s'adresser à tout type de handicap, mais plus dans le domaine des démarches. Donc en reprenant, voilà, administratif, en reprenant le parcours de l'humain de l'entrée à l'école jusqu'à la retraite, et on va avoir donc différents pôles dans cette salle où chaque personne ou famille de personnes en situation de handicap va venir pouvoir se renseigner et va pouvoir passer d'un pôle à l'autre, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir passer de l'assurance au notaire, au juge des tutelles et puis pourquoi pas à la banque, ou voir France Service, la maison Vendée Autonomie, et puis c'est peut-être tout, et puis peut-être voir aussi quelqu'un qui va être là pour des aides pour le logement, pour l'aménagement. Enfin voilà, on va essayer d'avoir un panel comme ça, avec des pôles loisirs, travail, aide à la personne. On va avoir 5 pôles en tout. On fait ça en étroite collaboration avec le CCAS de la Châtaigneraie et l'adjointe aux affaires sociales. Et donc différents organismes qui seront là, qui seront présents et qui vont être à l'écoute des gens pour les renseigner. Donc ça sera le 22 mars prochain, grosso modo de 10h à 18h, donc à la salle Belle-Épine à la Châtaigneraie. Ce qui est très important, c'est qu'il faut continuer à communiquer. C'est ça, je pense. Ce qui serait bien aussi, c'est aller montrer dans les écoles, parce que les élèves, ce sont nos futurs ingénieurs, nos futurs présidents, constructeurs. Et si on dit aux enfants, voilà dans cette situation, si vous êtes handicapé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, là, ils se rendent compte qu'il y a des portes qui sont fermées. Donc, communiquer aussi auprès des écoles. Alors, on fait aussi... L'an dernier, ça a été fait. Frédéric a mis médico-social et enfance également pour l'interrogation. Médico-social et enfance également pour l'interrogation. Oui, dans les gens qu'on va avoir dans les intervenants. Plus ou moins, quoi. Oui. Plus ou moins. À voir, Frédéric, on va étudier ça. Oui. Attends. Communiquer, sensibiliser tous les publics à continuer. Oui, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, donc c'est ce que je voulais dire. On essaye au niveau de l'association, essentiellement Antoine et moi, d'être présents au sein d'établissements scolaires, quel que soit le niveau des élèves, là où on a des demandes. Pas plus tard que dans 3 jours, on va aller dans un centre de loisirs avec des élèves d'une dizaine d'années dernière. Moi, j'étais donc avec des élèves de 17-18 ans. On essaye d'être aussi présent que possible sur le terrain à chaque fois qu'on nous fait appel. On a une petite vidéo de présentation de l'association et puis après, on est là aussi pour se présenter nous-mêmes. On a des parcours proches mais différents à la fois. On a des véhicules qui sont équipés différemment, donc on présente en général les 2 véhicules aussi. Et puis essayer de sensibiliser au maximum pour que, comme tu disais, Laurence, ces petits ou ces ados qui... Très bien, donc là, on est d'accord pour dire qu'il y a eu des choses importantes, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça, c'est hyper important. Et que nous, notre association, on est d'accord, on doit être un relais. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Guy, un relais? Des ambassadeurs. Oui, très bien.
Des ambassadeurs et des relais, oui, c'est le rôle un des buts de l'association, c'est ça, c'est d'être un relais, d'être un lien entre les personnes qui sont en situation de handicap sur le terrain et justement ceux qui sont des élus, des décideurs, des gens qui prennent des décisions pour nous finalement, alors, souvent plein de bonne volonté, hein, mais qui font des boulettes parce qu'ils ont une méconnaissance du sujet et du terrain. Voilà. Et donc, on est là pour ça aussi. Oui, et puis après, il y a des choses. Je me rappelle l'année dernière à Jean-Guy, tu sais, tu étais venu à Saint-Pierre, je t'avais présenté, oui. On avait monsieur le maire, et tu avais dit, on avait dit que la salle était accessible aux personnes au fauteuil, et tu avais. Non, mais justement, attends, laisse-moi terminer. Et Jean-Guy, tu avais bien dit comme ça, la pente, elle est complètement inadaptée. Bah, la pente est très raide pour la. Non, mais voilà. Donc, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est-à-dire que cette salle à l'origine n'était pas du tout une salle de spectacle. Oui. Et donc, ils ont eu le mérite, en la faisant, d'imaginer un accès possible à la scène pour des personnes qui roulent par l'extérieur. La pente n'est pas parfaite. Alors, des fois, c'est aussi... Non, mais l'accessibilité, c'est aussi ça. C'est aussi se dire, ben, c'est pas parfait, mais ça mérite d'exister. Oui. On connaît des salles avec des escalators, enfin des élévateurs, où les élévateurs sont présents, mais ne fonctionnent pas toujours très bien. Ah bon? C'est un exemple. Ça existe. Je ne sais pas de quoi tu veux parler, mais Ben, ça me rappelle quelque chose. Je t'expliquerai. Mais bon, voilà. Donc, moi je dis que c'est déjà bien d'y avoir pensé. Oui. C'est mieux d'avoir une pente un petit peu raide qu'une pente qui est précédée d'une marche. Oui. Donc, pas du tout. Parce que ça existe aussi des fois dans des immeubles. Alors, Ils ont pensé à faire une pente, mais après 3 marches. Mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est les magasins alimentaires qui sont les plus. Enfin, c'est eux qui ont le plus travaillé pour l'accessibilité. Mais non, il ne faut pas s'en étonner. Dans un magasin alimentaire, il y a des caddies. Comment? Dans un magasin d'alimentation, il y a des caddies. Oui, mais Donc les caddies, il faut que ça à roule. la boulangerie à Saint-Pierre-du-Chemin, on a besoin de caddie. Oui. C'est une porte. Ah oui, magasin d'alimentation, je ne comprenais pas. Je pensais que tu parlais des Tout magasin supermarchés. confondu. Je pensais que tu parlais des supermarchés. Ben, toutes les boulangeries n'ont pas des portes automatiques. Et à la Châtaigneraie, il y en a une aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. alors, il marche? Oui. Frédéric qui met je suis On un ne adepte. t'entend plus, ton micro est éteint. Pourtant, non. Attends, Vas-y. Ouais. Frédéric qui nous dit je suis un adepte de la sensibilisation et j'apprécie beaucoup y participer pour débattre et échanger. L'importance des représentations dans certaines instances également. Laborieux ma foi, mais nécessaire. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Merci Frédéric. Laborieux, oui, pas systématiquement, mais je pense que là où on est invité, c'est qu'on est déjà, entre guillemets, reconnu. Donc notre discours porte plus. Là où c'est difficile, c'est quand on veut intégrer des structures et où les portes nous restent longtemps fermées. Là, c'est vraiment, oui, là, c'est laborieux, là. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi et on passe pour des casseurs. Là, c'est plus difficile. On le fait déjà pour la préparation du forum. L'hôpital. Ah si, c'est interverti, là, le message. Oui, mais il n'y a rien qui suit après. Oui, mais ça, je sais. Il y a rien matin, le message. Moi, ce que je pense au niveau représentation, ce qui nous manque, c'est quand même d'avoir un écho au plus haut niveau, j'allais dire. Et on l'a pas encore. Enfin, pas réellement, quoi. C'est pas... Disons que je crois qu'une fois encore, le dernier gouvernement ne comporte plus de ministère du handicap. Voilà, c'est ce que je voulais te demander. Il n'y a plus de ministère de handicap. Ils m'ont pas demandé, pourtant je suis disponible. Ah oui, mais je te... Moi, on voterait pour toi, Je ne comprends pas. On ne vote pas. Cette vie est injuste. Il est calé dans le ministère de la Santé. Ah oui, il est mis dans le ministère de la Santé. Emmanuel, c'est une organe. Je vous écoute. Frédéric qui dit c'est pour ça j'en ai.
Hein, c'est pour ça? Jean-Guy. Ah oui. Oui, oui. Non, mais oui, il y a 2 ou 3 trucs qui changeraient, hein, c'est sûr. Bon, après, voilà. Mais déjà, moi, je dis si seulement, dans notre pays, il y avait une personne handicapée par conseil municipal. Oui. Ouais. Rendre ça obligatoire. Ouais. Puis même, Et ça, Ça, c'est très important. On Vraiment. a fait des efforts sur la parité, maintenant il faudrait faire des efforts sur le handicap. C'est je ça. pense que le conseil d'administration Je sais. de Saint-Pierre-du-Chemin au foyer. dès qu'il est né, il est rentré. La salle du conseil d'administration est au 2e étage sans ascenseur. Non, mais je sais pas, je pose la Non, question. Comme à la mairie, Ah oui, on va d'accord. faire l'identité, et puis ça va être, il faut aller faire le tour par les escaliers pour on est ça au bout de la galerie. Personne handicapée, on va directement dans le bureau. Oui, je sais. Mais bien, toujours sur les questions, t'intéresses à l'escalier. Ah ben non, tu rentres par, enfin on rentre par devant. Moi j'en ai fait refaire une il n'y a pas longtemps, je suis rentré par devant. Normalement. Ah, mais l'idée après. Oui, mais, Non, mais l'idée après. non, mais est très bonne. pas pour les personnes en fauteuil. Ah non, je parle pas d'enfant. Voilà. C'est avoir une personne handicapée par conseil municipal. Puis par conseil d'administration de C'est à nous aussi d'oser dire, là on fait partie d'un organisme, s'il y a une personne en situation de handicap qui veut nous rejoindre, comment fait-on? Voilà. Oui. Et c'est important aussi de. Alors, ce qui se passe souvent dans les situations conflictuelles, je dirais, et d'injustice par rapport aux personnes handicapées, c'est que on est tous pris pour des faibles, mais par défaut. C'est-à-dire que par défaut, on sait qu'une personne en situation de handicap ne va pas ou va peu se défendre, je dirais, ou qu'elle ne va pas avoir la faculté de le faire, ou que les gens qui l'accompagnent ne vont pas le faire. Ou alors on va parler à la personne qui l'accompagne, mais pas à la personne handicapée elle-même, des fois qu'elle ne pourrait pas répondre. Et ça, dans les yeux des gens, il faudrait que ça change, et il faut absolument que les personnes en situation de handicap elles-mêmes se défendent. Oui, mais c'est après si elles en ont les moyens. Si elles en ont les moyens. Les moyens aussi. Je suis d'accord avec toi. Mais je veux dire. Intellectuel, hein. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais en ce qui concerne du handicap physique, Physique. quand il y a des injustices d'accueil, d'accessibilité, des choses comme ça, Oui. je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut l'ouvrir. Ah ben Oui, oui. il faut Mais oser vraiment. le dire. Voilà. Faut oser. Et non plus courber le dos tout le temps en disant ouais, ben oui, ben s'il y a un règlement, ben c'est comme ça, machin. Ben non, le règlement. Ce qui est important, c'est justement le rôle de notre association. Aussi. Parce que la personne, elle peut être gênée pour le dire à notre interlocuteur, mais elle peut passer par notre association. Bien sûr. Et nous, des personnes comme toi, comme nous, on a plus l'habitude et on pourra aller directement. À nouveau, on peut être un lien. Oui, voilà. On est porteur de ces voix-là. Donc ça, c'est hyper important. À nouveau, on peut être aussi un lien dans ce domaine-là. Oui, tu as raison, tout à fait. Faire le lien. C'est pas le sujet là, mais vous parliez de l'accessibilité, la porte de la poste, juste en dessous là. Il n'y a pas longtemps qu'il a installé la porte. Non. C'est une porte à pousser. Oui. Mais la banque, pareil. Non, mais du coup, c'est fait. Et alors, le problème, si vous voulez, c'est qu'au niveau réglementation, il n'y a rien qui interdit à un organisme recevant du public de mettre une porte à pousser. Alors, autrement dit, il n'y a rien qui n'oblige un organisme recevant du public, un établissement recevant du public, un ERP ou un IOP, il n'y a rien qui l'oblige à mettre une porte automatique. Mais c'est ça Mais qui va là, se c'est passer. C'est là que C'est ça les amener à. Et ça, même la loi de 2005, elle ne l'a pas prévu. Alors, ça pourrait être par rapport à un certain nombre de visiteurs, par exemple. On pourrait s'imaginer, ou par rapport à une surface, ou par rapport. Mais non, il n'y a pas. Donc, et le pire, c'est tout ce qui est porte-coup-feu. Alors après, on se heurte entre la réglementation PMR et la réglementation sécurité. Comme la réglementation PMR et la réglementation monuments anciens. On se retrouve avec des architectes qui n'ont pas envie d'enlever la marche de l'église du XIe siècle parce que ça a été fait à l'époque et que faut la laisser. Voilà. En attendant, nous on rentre pas dans l'église.
Mais encore. Donc, voilà, ils ont C'est un exemple. côté. Ouais, tout le monde. Alors il y a de plus en plus de choses qui se font, hein, c'est sûr, mais il reste encore beaucoup à faire. Et on est aussi là un petit peu pour ça, pour veiller au grain et pour faire bouger les choses. Donc il y a des choses à faire. Ce qui est formidable, c'est qu'on a plein de choses à faire devant. Oui. Ah, mais ça oui. Ah oui, oui, non, mais tout à fait. Alors ce que je voulais dire aussi quand même, qu'on a déjà fait, et on est les seuls à l'avoir fait, donc c'est important de le ressouligner ce soir, parce qu'on n'a pas reparlé ces derniers temps, même au sein de l'association. On est les seuls et les premiers en France à avoir établi une liste complète des petits trains touristiques accessibles en France. D'accord. Et cette liste, on peut la... Elle est sur notre site. Notre site, oui, tout à fait. En fait, j'ai eu cette idée parce que depuis que... alors quand je marchais, j'aimais bien aller faire un tour dans ce genre de petit train. Et depuis que je ne marche plus, je m'étais mis en tête que c'était plus possible, qu'il n'y avait pas de petits trains touristiques accessibles. Il faut savoir que ça, pour le coup, ces véhicules-là ne rentrent pas dans le cadre de la loi de 2005, ne sont pas considérés comme des véhicules de transport, mais bien des véhicules de loisirs. Et donc, il n'y a pas d'obligation légale de les rendre accessibles. Donc c'est quand même fou. Il n'y a pas d'obligation légale. La loi 2005, elle dit l'accessibilité à tout le monde. Oui, mais pas ça. C'est pas prévu. Comme les barques. Ces engins-là, c'est pas prévu. C'est des véhicules, des engins de tourisme, donc la loi ne s'applique pas. Et donc, j'ai eu l'idée de contacter un constructeur de trains touristiques, la société Pratt, qui est dans la Drôme, que je salue ce soir s'il nous écoute. Et contrairement à ce que je pensais, je ne suis pas du tout passé pour un hurluberlu auprès du patron qui m'a répondu, mais si, c'est vrai, ça existe. Non seulement ça existe, mais on en fait de plus en plus, parce que même quand ça ne nous est pas demandé, nous, en tant que constructeurs, on incite nos clients à avoir une voiture qui soit adaptée ou adaptable. Parce qu'en fait, l'idée, c'est ça, c'est pas d'empêcher des personnes valides de monter dans le train s'il n'y a pas de personnes en situation de handicap, c'est de pouvoir accueillir les deux, l'un ou l'autre indépendamment, ou de pouvoir tous les accueillir, comme celui qu'on est allé voir l'an dernier sur l'île d'Oléron, où là, il y a carrément des grands espaces au milieu pour les fauteuils roulants, et des banquettes sur les côtés pour les personnes qui peuvent s'asseoir dessus. Donc ça, c'est vachement bien pensé. Et donc, on est les seuls à avoir établi une liste de plus de 50 petits trains touristiques accessibles en France. Eh bien, bravo. Voilà. Bravo à l'association, bravo à toi. Et cette liste n'est pas exhaustive, hein. C'est-à-dire que si on est de temps en temps contacté par des propriétaires de trains qu'on n'a pas cités, qui nous disent on aimerait bien être dans votre liste, donc on les ajoute. Donc il faut communiquer avec Et si on en trouve d'autres, on les ajoute aussi, évidemment. Il y a plein d'autres listes aussi qui pourraient être créées. Oui. Par exemple, pour les logements vacances. Alors, oui. Hein, parce qu'il y en a qui sont spécialement conçus. Alors ça, on y travaille sur un plan local déjà dans un premier temps, puisqu'on est présent au sein de la commission intercommunale d'accessibilité. Et ça fait quelques années que je souhaite et que je me manifeste dans ce sens-là, au nom de l'association, pour qu'on établisse effectivement une liste sur le territoire du pays de la Châtaigneraie, dans un premier temps, des logements locatifs accessibles PMR qui appartiennent à des sociétés ou à des particuliers. Et visiblement, c'est pas si simple que ça à faire. Mais c'est toujours dans les tuyaux. Et donc, je pense qu'un jour ou l'autre, on va y arriver. Notamment peut-être avec l'aide de certains maires, et aussi peut-être par une espèce de petit sondage sur la plaquette intercommunale qui demanderait tout simplement aux propriétaires de se signaler, parce qu'il y a un problème énorme auquel on a, nous, été confrontés plusieurs fois. On a de temps en temps, ça fait quelques années que ça ne nous est pas arrivé, mais on a de temps en temps un appel du centre du Grand Feu à Niort, par exemple, centre de rééducation du Grand Feu, qui nous dit, voilà, écoutez, on a un problème, on cherche une solution. On a monsieur Untel qui est chez nous depuis 6 mois. Maintenant, il va bien, il rentre chez lui. Il a eu quelqu'un qui a eu
un accident, il était valide, il se retrouve en situation de handicap, il ne peut pas rentrer chez lui. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche un locatif accessible. Et au moment où nous, on cherche un locatif accessible, il n'y en a pas. Et au moment où il y a des locatifs accessibles qui sont disponibles, il n'y a pas de personnes handicapées qui en ont besoin, ou on ne sait pas. Il n'y a pas de corrélation. Et donc, l'idée, ce serait d'avoir une liste disponible au sein de la Comcom et éventuellement du site, et de notre site, pourquoi pas, hein, moi je suis prêt à le faire aussi, de façon à ce que les locataires handicapés, lorsqu'ils ont besoin, puissent éventuellement trouver un logement qui soit accessible. Et après, l'idée, ça serait aussi qu'on soit entre guillemets, les garants de l'accessibilité de ce logement. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement aller jeter un œil et puis dire, là, il y a ça qui n'est pas tout à fait correct, ou alors il y a le logement, il est accessible pour les personnes en fauteuil, mais par exemple pour les malvoyants, les interrupteurs ne sont pas de couleur, donc ils ne sont pas très repérables. Voilà. Et ça permettrait d'avoir une liste très précise de qui peut aller où et pourquoi et comment. Faire le lien. Faire le lien, encore une fois. Donc il y a encore ça, c'est dans les tuyaux. Beaucoup de choses intéressantes à faire. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on est aussi présent de temps en temps à la demande de la commission cadre de vie sur la Châtaigneraie même. La commission cadre de vie, c'est elle qui gère justement tout ce qui est les problèmes d'accessibilité en centre-ville. Dire que ça bouge aussi vite qu'on le voudrait, c'est un gros mensonge, mais on a une certaine écoute. Il y a déjà quelques petites choses qui ont bougé, qui ne sont pas toujours remises en place comme on le voudrait non plus, mais bon, voilà, on est présent et on est relativement entendu. Et puis, donc on est présent au sein du CCAS et du CIAS également, de la commune et de l'intercommunalité. Et puis, depuis quelques temps, d'une nouvelle commission au sein de la Comcom, qui est une commission mobilité. Donc ça, c'est mis en place dans toutes les communes ou communautés de communes de plus de, je crois que c'est 10 ou 15 000 habitants, j'ai plus le chiffre en tête. Et c'est important parce que, alors, en apparence, ça ne touche pas le monde du handicap, mais en fait, on se rend compte que la mobilité, c'est des gens qui roulent, ou qui se déplacent du moins, et pas toujours en voiture. Ça peut être avec nos nouveaux moyens de mobilité, les monoroues, les scooters électriques, les trottinettes électriques bien sûr, notamment dans les villes. Et sur un bassin de population comme le nôtre, c'est-à-dire environ 17 000 habitants, on se rend compte qu'il y a quand même des gens qui utilisent ces moyens de locomotion et que la communauté de communes travaille sur le fait de faire des liaisons avec certaines zones de pistes cyclables, des choses comme ça. Donc, moi, je leur ai présenté le bébé d'entrée de jeu en leur disant que mon rêve, c'était de pouvoir allier mobilité et accessibilité. Voilà. Donc, je suis vraiment content de faire partie de cette commission-là aussi, d'être présent, parce que je me dis que si on arrive à aménager des pistes cyclables qui soient aussi accessibles à des gens en fauteuil, on fera avancer pas mal de schmilblick dans ce domaine-là également. Et on ne sera pas cantonné à rester dans des centres-villes. On pourra aussi de temps en temps en sortir un petit peu. Savoir que on n'a pas parlé de matériel, mais dans le domaine du handicap, il y a alors tout coûte cher, mais tout ce qui est matériel se développe à vitesse grand V, notamment grâce à des nouveaux systèmes de batterie, grâce à des nouveaux systèmes d'électronique, les composants, les CMS qui deviennent tout petits et qui permettent d'aménager, d'avoir des nouveaux fauteuils, des nouveaux types de monte-escalier, d'ascenseurs. On a eu l'occasion au salon autonomique de découvrir un fauteuil roulant qui est capable de monter des escaliers. Donc c'est vraiment des choses extraordinaires, quoi. Donc voilà, ça aussi, on est en pleine évolution maintenant. Et dans l'aménagement des véhicules aussi. D'accord. Donc là, c'est important. D'ailleurs, il y a eu une annonce présidentielle récemment. Alors, il y a eu une annonce présidentielle qui vient d'un député qui s'appelle Monsieur Peylavi ou Peytavi, qui est le seul député en France qui est en fauteuil roulant.
et qui œuvre pour le monde du handicap et qui a proposé donc un remboursement intégral de la totalité des fauteuils roulants. On en est au balbutiement. Il y a eu une annonce, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Donc à suivre. À suivre parce que malheureusement un fauteuil roulant c'est pas du luxe, mais c'est pas toujours bien remboursé. Ça en est très très loin. D'ailleurs, dans le monde de l'handicap, il y a beaucoup de choses maintenant qui sont de moins en moins bien remboursées. Oui, tout à fait. Dans le monde de la santé. Dans le monde de la santé tout court, il y a... Santé tout court. Santé comme à Super U, il y a des scooters électriques. Oui. Et ça, c'est quand même super. Mais je connais que ce supermarché qui a ça. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Oui. Mais Oui. Il y a des scooters électriques à disposition et il y a aussi des... On a œuvré aussi pour ça, Antoine en particulier, des caddies qui s'adaptent sur les fauteuils roulants. Oui, Antoine, il a bloqué sur le parking. Il était embêté, Antoine, parce que tu avais changé de fauteuil à ce moment-là, c'est ça? Non, c'est plus. C'est eux qui avaient changé les caddies? C'est eux qui les caddies. Oui, c'est eux qui avaient changé. En lien avec la direction du Super U, j'ai demandé à ce qu'ils investissent dans un modèle de caddie qui s'adapte sur les fauteuils qui s'accrochent. Et on peut charger les courses dedans. Et c'est hyper pratique. Parce que celui qu'il y avait avant ne permettait pas ça. En fait, c'est que c'était plus petit, il s'adaptait sur moins de fauteuils. Modèle de fauteuil. Voilà. Oui, tout à fait. Donc voilà, là aussi on a eu une écoute attentive de la direction de ce supermarché qui a bien voulu s'équiper de ce matériel-là, qui n'est pas donné. Hein. Ah non. Qui n'est pas donné. Mais voilà, c'est un joli service pour les personnes donc, qui ont besoin. C'est très important à signaler aussi qu'il y a des choses qui vont bien. Oui, les côtés positifs. Voilà, les côtés positifs, les mettre en avant. On est aussi là pour ça. Voilà, ça c'est hyper important. On est aussi là pour ça et je dirais que quand on remercie les gens d'avoir fait des choses positives pour nous, ils sont même surpris qu'on les remercie. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Voilà. Et je trouve que je disais tout à l'heure que je peux ouvrir ma bouche quand il faut, quand ça va pas, mais en ce qui me concerne, je l'ouvre aussi pour dire que ça va. Et pour remercier les gens parce que je trouve que c'est vraiment important. Surtout quand ils font des choses dans le bon sens et que c'est utile et que. Il faut oublier que notre association est reconnue d'intérêt général depuis 1 an et demi maintenant. Et donc l'idée, c'est justement d'œuvrer pour l'intérêt général et l'intérêt de tous. Donc je pense que c'est important de dire aux gens quand ils font des choses bien. Exactement. On sait le dire quand ça va mal, mais il faut savoir aussi le dire quand ça va bien. Exactement. Être positif. Voilà. Tout à fait. Positive attitude, je crois que c'était une chanson. Puis en sortir que du négatif. Voilà. Quand c'est négatif, il faut essayer de tirer. Toujours retrouver le point positif dans le négatif. Alors Jean, es-tu content de ce débat? Écoute, êtes-vous content aussi de ce débat? On n'a pas parlé du sport. Ah, on peut en parler un petit peu du sport. Alors, tout à fait. Alors du sport, de ce qu'on avait dit, oui c'est vrai qu'on a dévié parce qu'on a parlé du sport olympique comme quoi. Donc voilà. Alors au niveau du sport. Qu'est-ce que l'on peut dire sur le sport? Est-ce que le sport est accessible plus facilement depuis la loi? Comment ça se passe? Allez, témoignage. Bien, jeune homme. Toi qui fais du hand. Oui. Alors, au niveau du sport, moi, pour parler de mon expérience personnelle, je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de pratiques accessibles aux personnes en situation de handicap, que ce soit les handicaps moteur ou psychique. Il y a de plus en plus d'inclusion faite à ce niveau-là. Et par contre, ce que je trouve négatif, c'est par rapport à l'impact qu'ont eu les JO sur le handicap, on pourrait penser qu'au niveau accessibilité, ça aurait fait bouger plus de choses et faire prendre plus conscience aux personnes de faire bouger les choses. Et en fait, aujourd'hui, oui, c'est ça, ça stagne un peu. C'est les gens, une fois l'engouement des JO passés, puisque je pense qu'à Paris, c'était hyper accessible au moment où il y avait le village paralympique. Et aujourd'hui, notamment dans des grandes villes comme ça, il pourrait y avoir plus de choses de fait
là-dessus. Et surtout qu'il y a beaucoup de choses de fait pour les vélos. Oui. Et à côté de ça, c'est un peu Verdun, quoi. Il y a beaucoup de travaux. Donc, d'autres témoignages pour le sport? Ben, nous, à Saint-Pierre, on a créé des ateliers de danse adaptée. Très bien. Alors, ça consiste, dis-moi. Ben, c'est pour certaines personnes qui n'ont plus, qui ne peuvent plus faire de danse. Mobilité restreinte. Oui, à mobilité restreinte. Et puis, on a créé un cours pour que ces personnes-là puissent retrouver le plaisir de danser. Du modern jazz. Voilà. Ouais, c'est très bien. Donc, il y a toujours, voilà, le point positif. Il y a toujours des choses à faire, mais Ça, c'est une super initiative. et moi, je pense que si on n'en parle pas, on n'avance pas. Et puis il y a la Comte-Cézannière aussi qui a mis en route depuis 2 ans maintenant. Et elle amène les résidents à faire du hand adapté. Oui, c'est ça. Je vais Et pour ajouter sur le sport, c'est souvent un moyen, on parlait d'acceptation tout à l'heure, c'est aussi un moyen d'accepter son handicap, d'être confronté à l'effort physique et de se dépasser. Voilà. C'est valide. Voilà. Alors, j'ai un commentaire de Pamela, là, qui nous dit je suis également agréablement surprise de voir un fauteuil pour aller à l'eau à la piscine de la Châtaigneraie, ce que l'on ne voit pas partout. Alors bravo pour cela. Oui, il y a quelques années déjà. Bisous, Pamela. Super. Il y a quelques années qu'il est en place. Et moi, je me rappelle, à une certaine époque, je ne sais pas si vous avez participé, il y avait des matchs de basket handisport à Saint-Clair. Oui, c'est vrai. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Et ça, c'était des choses qu'on... Ça rend bien la maison. Oui, Gérard qui organisait ça. Et c'était des choses qu'on devrait repenser à refaire parce que ça permet justement de voir le handicap de façon différente. Moi, je me rappelle de quelqu'un, il n'avait pas de bras, et il nous faisait voir comment il sortait avec son orteil une cigarette de sa poche gauche, de chemise gauche. Ah mais voilà, et ça, ce sont des témoignages, ce sont des réalités extraordinaires. Donc, on pourrait aussi réfléchir sur ça, faire, pourquoi pas, une journée, au fond, un match handisport. Du hand, non, mais je parlais de basket parce que Gérard était... Non, mais on peut le faire. Oui, mais du hand, pareil. Pour rebondir sur le sport, c'est aussi faisant du hand fauteuil, c'est un sport mixte. Joueur en situation de handicap et valide. Et le problème qu'on a aujourd'hui, notamment dans certaines structures, et pas qu'en Vendée, c'est de trouver suffisamment de personnes valides pour participer au sport. Et c'est ça qui peut freiner aussi la pratique. Donc pourquoi pas organiser prochainement un match de hand, mais il faut trouver les bonhommes à mettre dans les fauteuils. Et puis il y a Pouzauge aussi, où il y a le judo adapté Ouais. pour les mentales. Et ça, c'est important. Et tu parlais de hand, comme c'est très important parce que Pouzauge, je tiens le club de hand de Pouzauge est aussi très concerné par le sport. Donc ce sont des idées, peut-être des choses à revoir, à mettre en place. Comme l'association Ciel Bleu qui adapte la gym pour handicapés et elles adaptent selon les personnes qui viennent ici. C'est une association de La Roche-en-Yon qui viennent dans le canton de D'accord. Et puis, en Vendée, on a aussi le comité départemental de sport adapté. Donc, on parlait, vous n'avez pas entendu, mais on a eu quelqu'un dans le public qui parlait de l'association Ciel Bleu, qui fait du sport adapté. La gym. De la gym adaptée. Et puis il y a le judo Pouzauge qui fait, dont le professeur est formé pour faire du judo avec des malades mentaux. Oui, très bien. Tape pas le micro sur la table, s'il te plaît. Merci. Mais ça, de ce côté-là, c'est vrai que je pense qu'on avance un petit peu partout. Bon, dans les toutes petites communes, évidemment, c'est peut-être moins évident. C'est pas les mêmes moyens. Après, c'est pas les mêmes moyens. Il y a aussi un problème de structure
dans certains endroits où des salles de sport ne sont pas totalement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Après, le reste accessible à des personnes déficientes mentales, bien évidemment. Voilà, il n'y a pas de règles, entre guillemets, c'est un peu au coup par coup. Moi, je fais toujours attention à ce genre de choses quand on parle de nos petites communes qui n'ont pas tout, etc. Ça, on le dit souvent. Moi, je réponds toujours, allez habiter dans une grande ville comme Paris ou comme Nantes. Vous n'avez pas grand-chose à 5 minutes de chez vous. Et on ne se rend pas compte quelquefois du bonheur que l'on a à moins de 20 minutes de chez soi. On ne s'en rend pas compte. Mais on parle toujours en kilomètres chez nous parce qu'on est habitué dans nos campagnes. Mais il faut savoir aussi parler en temps. Eh ben, je préfère quelquefois habiter dans ma campagne et faire quelques kilomètres. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile. Qu'en ville, quelquefois, on dit qu'ils ont tout. Et ils profitent de rien. Et puis c'est pas toujours à proximité de chez eux. C'est vrai. Donc on a de la chance d'avoir pas mal de choses. On n'a pas tout, ça c'est clair. Mais, on je dirais à 30 km de chez nous. Après, on est au milieu de différentes grandes villes aussi. Ouais. Et on a des accès à beaucoup de choses. Ouais. On est loin de tout, mais près de tout. C'est ça, exactement. C'est beau. Hein. Ouais. Très beau. C'est très très beau. Je salue Paul Texier, je ne sais pas s'il est toujours connecté avec nous, mais il est passé tout à l'heure. Donc Paul, il est délégué régional maintenant de APF France Handicap. Ah ben merci à lui. Voilà. La Roche-sur-Yon. Ben voilà, Jean-Guy. Est-ce qu'on a abordé tous les thèmes que vous souhaitiez? Enfin, il y en a peut-être encore d'autres à aborder. On ne peut pas tout aborder dans une soirée. Mais est-ce que cette soirée vous a plu, vous a convenu? Après, on ne peut pas tout aborder parce qu'on n'a pas tous la même vision du handicap, voilà. La même vie avec le handicap. Il y a une chose importante à aborder, et ça peut être ça pour conclure, c'est les ressources des personnes en situation de handicap. Ah oui. Les ressources qui sont totalement différentes et là on peut vraiment parler d'injustice entre les personnes qui sont victimes d'un handicap de naissance et les personnes qui se retrouvent handicapées suite à un accident, que ce soit un accident de la vie ou un accident du travail, et qui sont dédommagées par des assurances qui les prennent en charge parfois toute la vie. Alors, tant mieux pour elles, entre guillemets. Alors, tant mieux non, parce qu'elles se retrouvent handicapées comme nous, mais tant mieux par rapport aux prises en charge qu'il peut y avoir. Alors que les personnes handicapées de naissance sont contraintes d'avoir l'allocation adulte handicapé, qui aujourd'hui est un tout petit peu plus de 1 000 € par mois. Et avec les surcoûts engendrés par le handicap, quel qu'il soit, même si on ne s'en rend pas toujours compte, mais il y a toujours des surcoûts de matériel, d'imprévus, d'adaptation. Il y a toujours des surcoûts. Des trucs qui vous tombent sur la tronche, vous ne les attendez pas. C'est pas toujours évident. Alors que quelqu'un qui se retrouve handicapé, qui n'a pas voulu non plus, hein, je ne dis pas ça, hein, qui n'a pas voulu non plus toucher l'équivalent d'un gros loto, qui se retrouve handicapé du jour au lendemain, déjà, là aussi, il y a le choc, l'acceptation, le travail sur soi, le fait d'être sans doute obligé de déménager parce que le logement n'est pas accessible et que c'est que ça. Voilà, c'est des contraintes épouvantables, on le sait, et des souffrances et tout ce qu'on veut. Mais derrière, il y a une indemnisation qui est parfois énorme. Et qui parfois dure aussi pendant toute la vie de la personne, du coup, et qui peut lui permettre de subvenir à ses besoins. Oui. En parlant de sous, Frédéric nous signale il y a une union départementale de transport solidaire pour les personnes en perte d'autonomie pour les déplacements jusqu'à 50 km. Ouais, c'est bon, ça va. Mais donc à La Roche? Ouais, mais le transport solidaire, lui, ils emmènent pas à Nantes. Oui, mais là, c'est pas départemental ce que tu veux dire, toi. C'est autre chose. Toi, ce dont tu parles, c'est local, là. Ah bon? Mais C'est pas la même chose? Non, non, c'est pas la même chose. Non, c'est sûrement une autre structure. Oui, c'est départemental. Oui. Oui, alors que ici, il y a des transports solidaires, mais locaux et qui ne sont pas spécifiques aux personnes à mobilité réduite. Qui ne sont pas spécifiques au monde du handicap. Voilà, tout à fait. Alors ça aussi on œuvre. De tout handicap. Hein. On œuvre dans le domaine. Comment? De tout handicap. Par rapport à quoi tu dis ça? Ah, moi, il y a autre chose que je. Il y a des gens qui sont taxés solidaires et
il y a des moments, les malades mentaux, c'est difficile à gérer. Ah oui, je comprends. Ah bah oui, Moi, il y a autre chose que je voulais dire. Il y a un truc que je trouve ça, c'est pour avoir l'ALD. Donc, par exemple, il y a certaines maladies où tout est, tout est listé. 32. Voilà. Mais si on a une maladie rare, si on n'a pas une maladie, pour le psychique, j'ai l'ALD. Mais pour le physique, qui a été beaucoup plus complexe, j'ai pas le droit au taxi. Mais pour le psychique, j'ai le droit. Et ça, je trouve ça, pour aller à Nantes pour mes problèmes d'estomac, eh ben non, faut que je me débrouille. Alors que pour moi, c'était quand même plus important que. C'est mal fait. C'est mal fait. Il y a toujours 32 cas qui sont listés et reconnus par la CPRM. Et comme tu n'es pas dans les 32 cases, je suis pas dans les cases. Voilà, c'est pas reconnu. Donc il n'y a pas de prise en charge à 100%. Ben, Frédéric nous dit surcoût de soins, de suivi, de prise en charge selon la pathologie lorsqu'il n'y a pas de connexion. Lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance ALD. Oui, ben c'est ça, toujours des surcoûts, c'est ce que je disais. Oui, surcoût de matériel, surcoût de traitement, surcoût de médicaments, surcoût aujourd'hui sur des chaussures orthopédiques, il faut savoir qu'ils vous remboursent sur une base et qu'ils maintenant ils sont en mesure de vous demander un supplément si vous faites telle paire de chaussures. Il y a des entreprises qui prennent 3 fois rien, et des entreprises qui vont vous annoncer 300 € de supplément. Voilà, et après ils ne les annoncent pas avant. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Ben, surtout que c'est plus une paire de chaussures à l'année, bien sûr. Surtout qu'une paire de chaussures orthopédiques, c'est pas donné, quoi. Non. Hein? Non, mais alors, c'est remboursé à 100%, mais depuis un an, maintenant, ça y est, il y a des surcoûts. Voilà. Alors, attention à ceux qui utilisent les chaussures orthopédiques, demandez avant quel est le coût du surcoût. Si vous l'annoncez une fois la paire de chaussures, et après vous dites, tiens, vous devez tant. Et surtout, vous n'oubliez pas que vous pouvez changer de crèmerie, ça ne vous convient pas. Ce sont des. Voilà. C'est vrai qu'on n'avait pas abordé l'aspect financier. Oui, mais il est important. Tu as très. Et là-dessus, la loi de 2005, elle n'a pas franchement fait bouger les choses. Elle a permis d'augmenter la hache progressivement, mais la hache, elle est encore en dessous du taux de pauvreté, du seuil de pauvreté. Et elle est bien loin du SMIC. Oui. Alors, elle suit l'inflation. Et alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que beaucoup de gens ne savent pas. On parlait tout à l'heure du monde du travail. L'allocation du handicapé est versée par la CAF quand elle veut bien la verser. C'est mal fait pour la vie. Je dis ça, je dis rien. Quelqu'un donc en situation de handicap qui peut quand même travailler, même en télétravail, il va pouvoir cumuler l'allocation du handicapé et son salaire pendant 6 mois. Et au bout des 6 mois, la CAF va faire son petit calcul. Et si la personne a trop travaillé, elle va supprimer l'allocation du handicapé. Elle ne supprime pas le handicap. Ah bon, c'est dommage. Le handicap reste. Mais par contre, l'allocation, elle, goodbye. Ouais. Et donc, les frais liés au fait d'aller travailler sont quand même là. Les frais liés au handicap sont toujours là. On a un salaire qui n'est pas spécialement mirobolant, qui n'est pas, des fois pas supérieur à la hache. Et finalement, on est resté chez soi que d'aller bosser. Et ça, c'est vraiment une injustice flagrante. J'ai une question de Pamela. Et la PCH n'aide-t-elle pas ponctuellement en complément de AAH? Alors si, la prestation de compensation du handicap, donc ça, il est mis en place justement depuis la loi de 2005. Mais c'est du ponctuel et c'est pour... comment dirais-je, c'est de la prestation de compensation du handicap, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais c'est aussi dans certaines limites et pas pour tout. Je vais prendre l'exemple d'un véhicule, par exemple. On va pouvoir disposer de 10 000 € d'adaptation, mais il faudra quand même payer le véhicule. Et des fois, 10 000 € d'adaptation, ça ne suffit pas pour l'aménager. Donc, c'est un exemple. Hein. Mais alors aujourd'hui, Antoine, c'est plus tout à fait 10 000, c'est ça? C'est un tout petit peu plus, oui. J'ai pas le montant en tête, mais. Mais bon, enfin, on a le droit à la louche. Attendre longtemps pendant 10 ans. Pendant 10 ans, oui, c'est ça. C'est attribué pour 10 ans en plus. Donc vous imaginez, si vous avez besoin de faire aménager votre salle de bain, d'aménager votre cuisine, que vous avez besoin d'une pente, d'un ascenseur, d'un monte-escalier, d'un portail électrique, et puis d'un véhicule, il va falloir faire des choix. Il faut vivre jusqu'à 100 ans.
faut vivre jusqu'à 100 ans parce que 10 ans, plus 10 ans, plus 10 ans, ouais, à la fin, tu pourras rentrer chez toi. Puis même, Profitez de ta vie. même si il peut y avoir des dégradations. Voilà. Je ne sais pas de quoi il parle. Donc, alors après, dans les aides, il peut aussi y avoir ce qu'on appelle des aides extra-légales, c'est-à-dire que pour des personnes en situation de handicap qui ont des faibles revenus et qui ont des besoins très spécifiques, il est possible de faire appel à différents organismes, notamment les banques, les mutuelles, les assurances, la CPAM elle-même, qui peut attribuer ce qu'on appelle des aides extra-légales, et donc faire des dons en fait pour des personnes qui peuvent en avoir besoin. Mais c'est pas du Ponctuellement, tout, c'est plutôt ponctuel. voilà. Et c'est pas du tout une obligation. C'est au bon vouloir de. Alors, je ne sais pas exactement de quoi il parle. Frédéric nous dit c'est une union basée à la MSA Vendée, dont les adhérents sont en lien avec les CCAS, les CIAS et diverses associations de bénévoles du territoire, par exemple. Ah bah c'est par rapport au taxi solidaire. D'accord. Ok Frédéric, merci de préciser. Ah, je sais que la collection n'est pas très bonne, ça doit arriver. Ouais, tu nous excuses Frédéric. Après, ouais, est-ce que... Tu fais loucher Nancy sur l'écran du téléphone. Alors, écoutez, c'était important. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais. Hein, Ouais, tout à fait. on a fait le tour, mais c'est. C'était une soirée, on a appris, où beaucoup de gens ont appris beaucoup de choses. Hein. Et puis ben, maintenant, donc, on va se retrouver. On a vu tout le monde au forum. Bien Ça, sûr. c'est hyper important Bien aussi. sûr. Bien sûr. Et puis à nous rejoindre pour celles Voilà. qui sont intéressées. Il y a un formulaire d'adhésion sur LOASO qui permet aussi de faire des dons pour soutenir nos actions. Il ne faut pas oublier donc que l'Action Handicap Vendée est reconnue d'intérêt général. Et que donc notre secrétaire bien-aimé, en l'occurrence Serge, est habitué maintenant, grâce à Antoine, à faire des reçus fiscaux qui vous permettent de bénéficier d'une déduction par rapport à vos dons de 60-66% du montant de vos impôts selon que vous soyez un professionnel ou un particulier. Donc c'est important pour vous et c'est très important pour nous parce que on ne cache pas, c'est une association à but non lucratif, mais l'argent c'est le nerf de la guerre quand on édite des dépliants, quand on fait une action, quand il faut imprimer des flyers, trouver de la nourriture pour les bénévoles, pour les gens qui participent, etc. etc. Enfin, voilà, c'est toujours des frais. On espère aussi un jour ou l'autre pouvoir se rembourser nos frais de route parce que quand on va faire des actions de sensibilisation au handicap, des choses comme ça, on est demandé, on se déplace avec grand plaisir, mais voilà, le gasoil, il n'est pas donné. Sans oublier, Jean-Louis, je rappelle que l'adhésion, c'est 12 euros. Oui, l'adhésion, c'est 12 Pour euros. un couple, c'est 20 euros. Voilà, et l'adhésion, c'est 12 euros. Tout à Donc, fait. on reste tout à fait correct. Et puis même si on n'est pas sur place, on peut être membre sympathisant, c'est-à-dire verser le montant d'une adhésion, même si vous êtes à Paris ou en Guyane française ou chez les Papous, vous pouvez quand même être membre sympathisant. Et j'aimerais bien avoir un Papou comme Alors. Bah oui. Oui. Frédéric nous dit en effet connexion qualité moyenne. Denis nous dit bonsoir à toutes, à bientôt. Salut Denis. Frédéric ajoute merci pour cet échange. Nous aurons l'occasion d'échanger sur bien d'autres sujets concernant les situations de handicap. Avec plaisir. Et il nous dit à bientôt Frédéric. À bientôt Frédéric. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. Merci aux autres aussi. 4 personnes de connectées actuellement. On est monté à 7 tout à l'heure. Donc on va laisser cette vidéo va rester en ligne. Et puis, ça permettra de faire monter les vues et on ne sait jamais, il y a peut-être des élus, d'autres personnes qui écouteront et qui pourront laisser des commentaires. Ben merci. On va remercier tout le monde. Merci à tous. Merci à toutes, à tous. Merci aussi à une nouvelle personne qu'on aura le plaisir de revoir. Tout à fait. Une sympathique voisine du Brémarais, c'est ça? Carvalho, pardon. Oh, je viens de dire une bêtise. Bon, merci à toutes et à tous. Bon. Bonne fin de soirée. Bonne continuation. On vous a fait un petit dessert. Oh, c'est bien. Ouais, c'est bon.